Bonsoir à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour les fans. Voilà, chers auditeurs, comme vous l'avez entendu, en ce début d'année 2024, l'équipe de Xamcast a pris une première résolution, celle d'ajouter un peu de son et d'ambiance sonore à notre podcast parce que nous avons eu plusieurs retours de la communauté que ça manquait un petit peu. Donc voilà, ce nouveau générique qui nous accompagnera durant cette année 2024, ainsi que les différents jingles entre les rubriques. Pour ce premier épisode de 2024, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut. Je suis avec Sam. Salut Sam. Salut. Je suis avec Michael. Salut Michael. Bonsoir. Et ce soir, pour ce premier épisode de l'année 2024, on vous avait promis des belles surprises et on commence tout de suite sur les chapeaux de roue puisque nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Joël Corminboeuf. Bonsoir Joël. Hello à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et puis voilà, on t'entendra un petit peu plus lors de la rubrique qui te sera entièrement consacrée tout à l'heure. Voilà, alors au sommaire de cet épisode, on va commencer par faire un point sur le mercato hivernal du club. Ensuite, comme je le disais, il y aura une longue rubrique consacrée à notre invité du jour, Joël Corminboeuf. Et puis, préparez-vous, mesdames et messieurs, Michael nous a concocté une petite stat inutile, donc indispensable, de derrière les fagots. Vous allez vous régaler. Voilà. Alors, sans autre, on peut passer au premier point, le point sur le mercato hivernal. Voilà, alors l'actualité mercato de Neuchâtel Xamax. Alors la première annonce qui a été faite par le club, c'était il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine, c'était le transfert de Zakaria Tekame au BSC Young Boys. Messieurs, comment vous avez réagi j'imagine en ouvrant vos réseaux sociaux, puisque c'est maintenant un peu comme ça qu'on apprend les choses concernant l'actualité avec ce transfert d'Atekame? Ouais, on est pile là-dedans, hein. C'est vrai, moi aussi c'est ça, en ouvrant les réseaux sociaux. Alors j'ai été surpris de voir qu'un club, et donc IB en l'occurrence, prenne autant les devants. Parce que sinon, je m'attendais, c'était logique et attendu et même déjà dit que le joueur attirait des convoitises. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être pas à ce que ça soit aussi rapide. IB a vraiment pris les devants et ils font preuve d'une belle anticipation sur ce coup-là, et rassurer aussi que ce soit malgré la vente très rapide, finalement quelque chose qui n'a pas un impact instantané sur le sportif. On développera pourquoi ce sera important ces 6 mois, mais ouais, assez surpris du timing, mais finalement quand même rassuré que ce soit sans conséquences instantanées pour les 6 prochains mois. Ouais, totalement. Un joueur qui est vraiment en pleine progression. On sentait de toute façon que Neuchâtel Xamax, où le club en est actuellement, on n'allait pas pouvoir le garder très très longtemps. Mais au-delà de l'annonce, effectivement, du départ Young Boys, j'étais aussi rassuré après en lisant la presse, en voyant que pour Christophe Moulin, l'aspect sportif, c'est-à-dire garder encore Zakaria Tekame 6 mois au club, c'était important. Je pense que c'était très important pour le joueur, mais aussi pour le club, quoi. Finalement, qu'on puisse le garder encore 6 mois de plus. Zakaria Tekame, il en est quand même, voilà, il a fait une première demi-saison où il a pas mal joué. Maintenant, une deuxième première partie de saison où il est devenu titulaire indiscutable. Je dirais presque aussi en lien avec le manque de concurrence, hein, mais en tout cas titulaire indiscutable à son poste avec, comme attendu, une grosse progression. Mais j'avais un petit peu peur du point de vue du joueur qui brûle un peu les étapes et puis qui partent déjà dans un club étranger. Enfin, moi, ça me faisait un petit peu peur pour lui, quoi, qui brûle les étapes à ce niveau-là. Mais voilà, il n'en a pas été le cas. Pour lui, c'était important de franchir les étapes palier par palier. Et un des paliers, justement, c'était de finir complètement la saison avec Samax. Alors, je pense qu'on n'est pas dupe, hein. Il y avait aussi des négociations derrière. Et puis, il avait un peu comme ça carte blanche pour un transfert de la part du club. On n'allait pas le retenir, mais je pense que lui-même, au fond de lui, il n'avait pas forcément envie non plus de partir
tout de suite pour ouais, l'étape du dessus. De toute façon, s'il partait tout de suite, il aurait fait du banc. C'est indéniable, que ce soit à Young Boys, dans un autre club de Super League, ou pire, dans un club à l'étranger. Mais d'autant plus en arrivant à la mi-saison comme ça. Je pense que c'est une disposition qui est saine pour tout le monde, pour le club qui conserve le joueur, pour eBay qui fait preuve d'une prévoyance assez exemplaire pour prendre de l'avance sur les concurrents en prenant un latéral suisse à bon potentiel. Et puis même pour le joueur, effectivement, parce que c'est pas facile d'arriver à eBay maintenant, hein, à la mi-saison. Si un joueur doit arriver à eBay à la mi-saison, c'est parce que eBay estime qu'il a besoin d'un renfort immédiat pour ses objectifs. Mais, mais en tout cas, certainement pas pour un joueur qui doit servir qui va servir de joueur de rotation au départ. C'est logique de le reprêter dans la foulée. Et puis même pour l'avenir, eh ben, on verra. Mais c'est vrai que je me fais pas trop de soucis pour lui parce qu'il arrive dans un endroit, alors qu'il sera concurrentiel, mais dans un endroit à IB, un club qui prépare bien les choses et qui sait ce qu'il fait. Donc peut-être que cette première saison ne sera pas celle avec un énorme temps de jeu. Si c'est le cas, soit il aura quand même un petit peu de quoi se mettre sous la dent, et dans ce cas-là, il restera en rotation, ou alors il sera peut-être prêté. Mais c'est vrai que pour le joueur, je m'inquiète pas trop. Je pense qu'il est allé au bon endroit. Hein. C'est vrai pour pas brûler les étapes. C'est quand même une vraie suite logique pour lui de terminer cette saison de Challenge League, d'aller jouer au plus haut niveau suisse et pas tout de suite partir à l'étranger. Et puis ensuite, ben, tout restera ouvert pour lui à l'avenir, selon ses performances à IB, ça c'est sûr. Mhm. Ouais, puis finalement, c'est un transfert qui confirme presque, on va dire, les bonnes relations qui semblent y avoir entre Young Boys et Neuchâtel Xamax. Hein. Je pense depuis le retour de Rafael Nuzzolo, il y a eu plusieurs transferts un peu dans les deux sens. On Alors pense à c'est des clair que prêts aussi. il y a eu des prêts, voilà. C'est vrai que c'est en lien aussi avec la proximité entre les deux villes, et puis je pense que maintenant la présence d'un Stephen Bergen à un poste clé comme directeur sportif, ben ça aide aussi à maintenir des bonnes relations avec Neuchâtel Xamax. Donc moi j'étais pas surpris, et puis j'étais presque rassuré. Je craignais un peu qu'ils partent aussi, ouais, comme je l'ai dit avant, directement dans un club à l'étranger. Quand on voit qu'un joueur confirmé de Super League comme Fabian Rieder a de la peine à faire son trou à Rennes, on se dit que voilà, si un Zachary Atekame était parti directement comme ça à l'étranger, ça aurait été une étape de trop, voire deux étapes de trop pour lui, quoi. Bah, il peut avoir tout le talent qu'il veut. C'est sûr qu'il y a une galaxie d'écart maintenant entre un gros championnat que peut avoir ce genre de joueur comme ambition et la Challenge League, ça c'est une certitude. Donc oui, le développement est logique, et puis même pour Xamax, ça correspond quand même à une réalité, c'est que ouais, ce transfert était largement attendu et prévisible, même si c'était plus pour l'été prochain, mais on voit que ce prêt finalement fait que ça change pas grand chose pour le club qui même peut se permettre de déjà connaître l'avenir de ce joueur, et donc potentiellement faire un peu de prévoyance, savoir un peu quoi faire, qui recruter, etc. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même une réalité pour Xamax et là-dessus il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que bien sûr quand tu as un club comme ça qui arrive, on s'attendait très bien, on s'attend évidemment à ce que ça soit compliqué, hein, de garder un joueur. Donc là-dessus pas grand chose à dire, hein. C'est un transfert logique, quoi, finalement. Pas, il y a pas, finalement, c'est un peu dans la logique des choses. Un club en très très grande forme en Suisse qui vient récupérer un de tes joueurs. Je pense qu'au moins on s'en sort avec cette possibilité de prévoir l'avenir tout en ayant un joueur déjà maintenant, Mhm. parce que si on le vend, s'il était vendu cet hiver, il fallait le remplacer dès maintenant parce qu'il y a personne d'autre à son poste. Et, et là-dessus, c'est là par contre que on aurait peut-être eu des petits soucis, parce que malgré cette vente qui est sans doute même très intéressante financièrement pour le club,
c'est vrai que les dernières fois où où le club a réalisé de belles ventes, ça s'est pas spécialement vu par un réinvestissement, ne serait-ce que minime sur le marché des transferts, avec une bonne vente qui permet au club de grandir, etc. Donc c'est sûr que c'est juste que, là comme ça, ce qui compte, c'est pas tant d'avoir fait une vente intéressante, ce sera plutôt de voir comment on va réussir à enfin trouver cette capacité à planifier l'avenir. Ça a pas été trop vu lorsqu'on a vendu Mafuta et les Sélassié, des Belloco par exemple. Là maintenant, il sait qu'il n'y a pas beaucoup d'excuses. Il y a 6 mois de travail pour recruter un joueur qui représenterait à la fois l'avenir et un, un renfort immédiat. Euh, Là, je pense quand même qu'on peut attendre au tournant la direction, parce que le club n'a pas été pris de court. C'est en ça que c'est très très bien, euh, ces 6 mois de plus avec le joueur, parce qu'en plus on sait qu'il a, à moins qu'il ait vraiment pas de chance, il est solide et il va pouvoir continuer à jouer. Là, il a manqué que 15 minutes sur ce premier tour, donc finalement il y a pas trop de soucis avec ça. On a un latéral droit qui est fidèle, quoi. Enfin, dans le sens où on s'attend à ce qu'il puisse jouer encore la plupart des minutes. Et ça laisse totalement la possibilité de préparer la suite. Et ça sera vraiment important par contre. Et comme j'ai dit, il va quand même falloir attendre au tournant la direction là, parce que tu, avec 6 mois de travail, quelque part, on n'a quand même pas trop le droit de se manquer, surtout en se félicitant d'une belle vente d'un joueur. C'est très très bien très très bien pour le club de faire une opération financière comme ça. Maintenant, il faut que ça se voit avec un, un apport dans le sportif aussi. Sinon, pour un supporter, c'est un peu abstrait de se féliciter d'une vente qui finalement n'apporte rien à son club sportivement. Clairement, et puis en plus, ça, c'est un poste sur lequel on a été régulièrement en difficulté. Encore cette saison, même si Zachary Atekame n'y est pas pour grand-chose, mais c'est plutôt à gauche qu'on a eu des problèmes et du coup, il a été aligné de temps en temps à gauche et on voyait que derrière lui, il y avait personne. Donc, une vente immédiate, ça aurait été vraiment très très compliqué. Ça nous aurait probablement obligé à prendre presque le premier latéral droite du marché qui ne donnait peut-être aucune garantie à ce moment-là, tandis que si en 6 mois, on a largement le temps d'aller prospecter en Suisse, voir à l'étranger pour recruter en même temps un titulaire indiscutable et potentiellement un joueur en devenir à ce poste-là aussi. Donc voilà, parce qu'il y a encore aussi la situation du pauvre Adam Ouattara qui va sortir de 2 saisons quasiment blanches. Et, Ouais. euh, et voilà, lui, je pense qu'il va revenir quand même au printemps, et en tout cas pour se remettre en forme physiquement, et probablement qu'il voudra prouver, que ce soit à Xamax ou à n'importe quel autre club, qu'il est capable de jouer encore au niveau professionnel en Challenge League. Donc, donc voilà, on aurait vraiment été en difficulté. Et puis c'est clair que Young Boys n'avait pas un besoin absolu en ce moment d'un latéral droit titulaire. Ils ont Yanko, ils ont Bloom, et puis il y a encore un autre que j'oublie dans le système. Donc voilà, ils ont de quoi faire actuellement. Donc c'était pas, ils préparent eux leur avenir. Donc ils n'en avaient pas besoin absolument tout de suite là à la reprise des entraînements. Et puis ils n'avaient pas non plus intérêt de le prendre pour le prêter à un autre club de Super League. La marche aurait été trop haute pour lui à ce moment-là aussi, même s'il l'avait prêté, je sais pas, à Winterthur, qui est aussi apparemment un club avec lequel il collabore beaucoup pour tout ce qui est prêt, Young Boys. Donc voilà. Moi, Oui, parce que c'est le bon deal finalement pour un peu tout le monde, même si on est triste de perdre un joueur de cette qualité auquel on peut aussi s'identifier parce qu'il a un bel état d'esprit. Mais voilà, on était assez lucide ici, en tout cas sur Xamcast, et la plupart des supporters l'étaient aussi. Oui, parce que faut quand même pas oublier, tu disais justement, c'est même le prêter en Super League, ça aurait peut-être été un poil rapide maintenant. Euh, on a l'impression, parce qu'il a tellement joué qu'on a l'impression que c'est un élément implanté depuis un moment, mais c'est au-delà même de c'est même pas tant la saison de la confirmation, c'est même plus la saison de son éclosion carrément, parce que alors ok, Mhm. il a commencé à pas mal jouer en fin de championnat, mais c'est vrai que c'est que maintenant qu'il bénéficie d'une saison complète au niveau professionnel.
Donc je pense que les gens, tout le monde dans cette affaire ont fait les choses correctement. Maintenant, eh ben voilà, il va falloir être capable de proposer un peu mieux que ce qu'on a fait au passé, dans ce qui est de remplacer nos joueurs vendus. Parce que c'est, ouais, comme je disais, on s'est, en tout cas dans les médias, le club, etc., on s'est beaucoup félicité de nos ventes. Euh, c'est sympa, mais effectivement, si t'as un club qui a un peu de mal à vraiment planifier les choses, à dès qu'un joueur est vendu, savoir tout de suite quelle est la solution pour le remplacer, etc. Ouais, j'ai quand même, tout en étant conscient de la réalité sportive qui est que c'est impossible de garder Atekame approché par eBay, j'ai quand même un peu de mal à de manière un peu abstraite, rêver parce qu'on fait des chiffres sur des joueurs si derrière on a du mal à les remplacer. Mhm. Effectivement. Les autres nouvelles de ce mercato, on a appris aussi que Alfie Chikal, 21 ans, milieu de terrain anglais, était mis à l'essai. Alors il avait fait quelques matchs amicaux, deux si je me trompe pas, Ouais. avec l'équipe lors des pauses internationales automnales. Et puis là, on apprend qu'il est de retour dans le groupe. Voilà, que dire. Ouais, bah, je suis pas super surpris. J'ai limite été presque étonné qu'il soit pas dans le groupe lors de. C'est le dernier rassemblement national, le dernier. Ouais, la dernière pause internationale où il était pas là. Sinon, il en a fait deux. C'était fin septembre et en octobre. Et en novembre, il était pas là. Là, ça m'avait presque surpris parce que je comprenais la logique. C'est-à-dire que il a fait que deux matchs amicaux, il n'a pas vraiment été mis à l'essai jusqu'ici. Enfin, c'est un essai un peu dilué, c'est pas vraiment super représentatif. Et c'est maintenant le vrai essai pour le joueur, et puis c'est maintenant qui sera gardé ou pas gardé. Moi, je pense qu'il n'y a pas spécialement de grandes questions à se poser par rapport à ça. C'est un essai comme on en a vu d'autres. Hein. On en a testé énormément des joueurs cet été, l'été dernier. Enfin, voilà, toutes les saisons, on teste pas mal de joueurs. Ça rentre dans cette logique. Juste, c'est sûr que c'est un format un peu inédit parce qu'il était là depuis quelques temps avant. Mais ça, je pense, c'est plus une question de timing parce il a été proposé, il est arrivé en septembre. C'était absolument plus du tout pertinent de prendre une décision concernant le joueur, et c'est maintenant qu'il a un vrai moment pour être à l'essai. Le format paraît un peu surprenant, mais c'est un essai classique, quoi. On verra bien ce que ça donnera en gardant en tête que souvent les essais ne mènent pas à une signature. Mais c'est pourquoi pas, hein, regarder, découvrir un joueur et se renseigner. Ça coûte rien. On a fait ça déjà cet été énormément, et ça se fait dans beaucoup de clubs. C'est ça. Je pense qu'il aura l'occasion de montrer ses capacités d'intégration au sein de l'équipe. Et puis, avec 4 matchs de préparation à disposition jusqu'à la reprise, Oli Forte l'a annoncé dans la presse, il va beaucoup faire tourner ses effectifs. Donc, Chikale aura sa chance comme la plupart des milieux de terrain qui sont déjà dans le groupe. Voilà, je pense que c'est bien de donner une chance aux joueurs de se remettre en forme. Si s'il est là, c'est que il a un potentiel, il a quelque chose qui pourrait nous intéresser. Et puis voilà, c'est une prise de risque vraiment minimale. Très très minime. Ouais. Et Joël, je fais un petit aparté par rapport à ça. Est-ce qu'à l'époque où toi tu jouais, dans les préparations en été, ça se faisait aussi beaucoup d'avoir comme ça des joueurs qui venaient à l'essai, ou c'est un peu nouveau dans le football moderne, ça? Non, il y avait déjà quelques joueurs qui venaient, mais c'était, je pense, les clubs étaient plus visionnaires peut-être. Ils voyaient quand même les choses. Les joueurs qui débarquaient n'avaient pas 50 000 qui arrivaient. C'était toujours deux, trois. Mais le club avait déjà une idée un peu de ce qu'il recherchait. Parce que là, des fois, j'ai l'impression, ben, on prend tout le monde qui vient, et puis s'il y en a un de bon, ben, on va le prendre. S'il y en a un moins bon, on le prend pas. Ouais, je pense que c'était un petit peu différent. Nous, il y avait beaucoup moins de monde qui venait, en tout cas. C'était, comme j'ai dit avant, deux, trois joueurs. Le groupe était assez stable, il y avait peu de changements, donc c'était plutôt pour compléter, voir s'il y avait un départ, peut-être le remplacer. Mais autrement, ça bougeait quand même peu. Ouais, probablement que le monde des agents dans les Oui, années 2020, il a bien changé par rapport aux années 80, aux années 90 où tu as disputé la majeure partie de ta carrière. C'est sûr.
Ça a Mais sans je doute un pense impact. que, je m'excuse, je pense que les agents, ben, voilà, c'est un monde à part. Ils sont venus quand même perturber le football parce que eux, pour un agent, ce qui compte, c'est de vendre des joueurs, de les faire Mhm. bouger pour qu'ils touchent une commission. C'est pas que le joueur reste à une place. Hein. Il faut que et aussi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant. Dès qu'il y a une difficulté, ben ils baissent les bras, ils appellent le manager, trouve-moi un autre club. Au lieu de dire, OK, ben, moi, je vais montrer que je suis capable, je vais me battre, je vais lutter et s'accrocher. Je trouve que maintenant, c'est un petit peu facile de changer de club. Mhm. C'est intéressant. C'est vrai que c'est pas impossible, hein, forcément, que le monde des agents fasse aussi, euh, fait bouger cette tendance parce que effectivement, à l'essai, ne serait-ce que cet été, c'était pas forcément ciblé. On a brassé pas mal de joueurs pour au final garder Fabrice Nsakala. C'était pas forcément ciblé, effectivement. Et même Alfie Tsikal, on voit que c'est plus une opportunité de. J'ai l'impression que ce joueur est intéressant, on peut peut-être le tester. Et puis voilà. Donc bien sûr, si le joueur s'avère être vraiment intéressant, tant mieux. Le club a pas grand-chose à y perdre, mais c'est vrai que c'est pas forcément fait en toute cohérence. En tout cas, c'est pas un poste ciblé. J'ai cru comprendre qu'il était lié. Ouais, effectivement, on le teste parce que pourquoi pas. C'est sûr on n'est pas en besoin impératif d'ailier, mais mais voilà, ouais, c'est peut-être ça qui est probablement un peu différent. On voit que là, c'est pas forcément pour une raison très ciblée de poste en difficulté. Mais voilà, en tout cas, c'est pas forcément surprenant. Et dans ce que tu disais sur Uli Forte, c'est vrai que cet été, bon, voilà, comme je disais, il y a eu beaucoup de joueurs à l'essai et il les a beaucoup fait jouer. Il a vraiment beaucoup essayé, même des joueurs où bon, je suis pas expert, donc je vais pas. Voilà, mais j'ai tout de suite eu l'impression que ça avait pas l'air vraiment fantastique. Mais voilà, il y a des joueurs avec lesquels il a essayé C'était un d'insister peu et tout. folklorique. C'était un peu Voilà, mais il a folklorique. essayé d'un peu insister, donc je pense que l'anglais aura la possibilité de jouer et qu'en tout cas on pourra faire notre choix en toute connaissance de cause parce qu'à mon avis il aura des minutes de jeu. En tout cas, Oli Forte a pas du tout l'air d'avoir un problème avec ça. Et l'été dernier, il a beaucoup essayé de faire jouer tous ces joueurs à l'essai pour au final arriver à la conclusion eh bien que en plus dans un poste où on avait besoin de gens, Fabrice Nsakala devait être signé. Donc à voir, mais c'est sûr qu'il y a pas, je pense qu'il y a pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Ça restera au final un prêt comme les autres, avec pas forcément toujours de grandes chances de signer. C'est une opportunité de marcher plus qu'autre chose, quoi. Totalement. Et puis, bah voilà, les animateurs de Xamcast auront un œil attentif sur Alfie Chikale lors des matchs de préparation, puisque voilà, on espère pouvoir aller assister à ces matchs et vous en faire des petits comptes rendus lors de nos prochains épisodes. Il y a aussi une petite déclaration d'Uli Forte sur Arc Info qui a retenu mon attention. Il évoquait être conscient de la situation du club. Alors on peut interpréter ça de plein de manières différentes, mais lui-même disait voilà peut-être être intéressé par l'arrivée d'un milieu offensif et parce que l'équipe a eu beaucoup de peine à se créer des occasions. Votre avis, messieurs, est-ce que c'est un poste où on a vraiment besoin? Est-ce que si un joueur arrive, vous attendez à quoi comme genre de profil? Bah, ça implique déjà qu'il ait envie de repasser peut-être dans une formule qu'il utilisait en début de saison, parce que et qu'il tout en ayant envie d'un autre profil que les Aliou Moulin. Enfin, là c'est de la spéculation, mais c'est vrai que comme l'on a vu lors des derniers matchs avec une défense à 3, on jouait pas avec un milieu de terrain offensif avancé, un meneur de jeu avancé. Donc ça peut vouloir aussi, ça peut être un indice sur comment, au fond de lui, préférerait jouer Oli Forte, même si actuellement il s'adapte plus à la situation qu'autre chose. Maintenant, bon, de toute façon, un coach aura toujours envie d'avoir des recrues, des petits renforts par-ci par-là, même en hiver. Donc, ouais, il le dit et c'est pas forcément surprenant, mais effectivement, je suis pas convaincu que le club soit forcément pressé de recruter cet hiver parce que les postes vraiment, euh, comment dire, le poste le plus important et où on a vraiment que c'est en latéral droit et là-dessus on va
probablement pas se précipiter grâce au prêt d'Atekame. Donc ces choses-là qui s'en mêlent me font dire que ce serait, si on signe un joueur, ce serait plus par une opportunité qui se débloque sur un instant T. Après, bon, le Forte a envie d'un renfort. Ça, c'est le cas de beaucoup de coachs. Et à la limite, ce qu'on peut dire, comme je l'évoquais, c'est que ça peut aller éventuellement indiquer de la façon dont il aimerait jouer. Parce que actuellement, si on restait sur la base à 3 qu'on a lancé depuis quelques matchs, qu'on a un peu remodelé parfois, c'est sûr qu'un meneur de jeu avancé dans l'axe aurait pas forcément sa place. Non, Donc moi, c'est plus ça que je retiens, c'est qu'éventuellement, ça donne un indice sur comment préférentiellement il aimerait jouer si tout était, s'il pouvait gérer tous les paramètres. Et actuellement, c'est plus de l'adaptation. Mais voilà, sinon, je m'attends pas forcément à de grands mouvements sur ce mercato. On peut quand même aussi parler de Surdé en espérant bien sûr que lui son départ ne soit pas pour cet hiver, parce que c'est clair que on peut s'attendre de manière assez réaliste quand même à ce que ça dure pas, cette aventure avec Xamax ne dure pas beaucoup plus loin que l'été prochain. Non, ça me semble évident. Puisqu'il attire la convoitise de beaucoup de clubs. Mais il faut quand même espérer sincèrement que ce soit pas pour cet hiver. Parce que en cas d'offre satisfaisante lors de ce mercato hivernal, je crains un peu que, contrairement à Tekame, Surdé soit d'ores et déjà vu comme une vraie option, un vrai renfort immédiat, ne serait-ce que pour la rotation. Ça dépendra de quel club rafle la mise. Et donc qu'un prêt de 6 mois soit pas forcément envisagé par le club qui nous le prendrait. C'est pour ça que s'il doit partir, l'important ce serait quand même que ce soit pour l'été, parce que c'est dur à dire, parce que bien sûr il y a ces 9 points d'avance avec quand même un match de retard de Chafouz, mais voilà, il y a quand même une belle avance et je suis pas forcément des plus inquiets pour la suite, l'avenir de la suite de ce championnat. Et je sais que même en cas de réveil des Chafouzois, pour moi Baden est largement plus en danger que nous, et je vois même Baden plus favori à la relégation qu'un Chafouz. Donc voilà, je suis pas forcément inquiet. Même en cas de surdé, c'est pas forcément la plus. Je veux pas forcément être alarmiste, même en cas de départ de surdé, mais c'est sûr que ce serait se priver de 50% de nos buts. Et dit comme ça, c'est alarmant. Ouais, non mais voilà. Mais je dis parce que je veux quand même faire la distinction, parce que pour moi Baden est quand même dans une situation qui commence à devenir critique, là où Chafouz essaie de remonter la pente en faisant des changements en interne et en étant un peu plus intéressant en championnat. Ouais, je sais pas, pour le moment je suis pas forcément inquiet, même si on nous dit j'enlève Surdé, mais je dirais quand même attention, parce qu'on a pas mal c'est quand même la majorité de nos buts qui viennent de lui, et je suis pas convaincu qu'actuellement on ait un joueur qui puisse, au niveau comptable, le remplacer dans cet effectif. Même s'il y a des joueurs de qualité, c'est clair que ce serait pas pareil. Donc ce serait, sans prétendre que ce serait la plus grande des catastrophes, ce serait bien d'éviter d'avoir cette discussion et qu'ils partent cet été tranquille plutôt que cet hiver. C'est plus par rapport Totalement. à ça. Moi, je souhaite en fait que même si le Franck Surdé, sa vente est déjà conclue, peut-être prochainement, qu'elle soit annoncée seulement à l'été prochain, finalement, il n'y ait que le joueur et les deux clubs concernés qui soient au courant. Mais c'est là on va voir aussi si Franck Surdé a évolué quelque part depuis cet épisode fâcheux où il a été quand même relégué en équipe M21 après un transfert avorté au Lausanne Sport. Alors, c'est facile à dire en tant que supporter de Xamax. Nous, on aimerait le garder le plus longtemps possible parce que c'est notre meilleur joueur de la première partie de la saison, et puis il a toutes les chances d'être également le meilleur joueur de la deuxième partie de saison. Mais je pense que il serait pas forcément prêt à partir à l'étranger, c'est sûr que non. Et puis s'il part en Super League, peut-être qu'il y a des clubs où il aurait du temps de jeu, mais je suis pas sûr que ce soit ces clubs qui vont amener les plus grosses offres d'un point de vue financier sur la table pour lui, en même temps pour Xamax en termes d'indemnité de transfert, et en même temps pour lui en termes de salaire et de contrat.
Voilà, je sais pas ce que lui il a envie. Est-ce qu'il rêve déjà de partir jouer à l'étranger? Est-ce qu'ils se sont pas encore prêts? Est-ce qu'il a encore envie d'évoluer peut-être proche de son entourage, proche de la maison? Tout dépend de lui aussi, et puis des offres qui viendront sur la table. C'est clair que au final, c'est aussi la direction de Xamax qui dit oui à telle offre ou non à telle offre, mais en risquant de se mettre le joueur à dos, comme ça avait déjà été le cas dans le passé. Je sais pas actuellement comment sont les relations entre Franck Surdé et son équipe d'agents et le club. Mais pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute qu'un joueur comme ça doit partir au mercato d'été. Il doit rentrer dans les plans de son nouvel entraîneur, faire la préparation avec une nouvelle équipe et pas partir là en hiver pour rentrer dans une rotation ou autre. Mais bon, voilà, on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout, et puis c'est fort possible que voilà, le club la semaine prochaine nous annonce que Surdé a été vendu et qu'il C'est pas part impossible, c'est sûr. à Mais telle ou telle équipe. non, Mais c'est peut-être pas une vente à l'étranger, mais un prêt encore à Neuchâtel pour 6 mois. éventuellement. En tout cas, Pourquoi pour pas? le joueur, ce serait très intéressant de faire une deuxième partie de saison où il sort au global une très 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 grosse saison de Challenge League en continuant à peu près sur sa lancée. Bref, c'est aussi le joueur qui a une partie de la réponse en lui, mais voilà. En tout cas, on espère qu'il reste parce que bien sûr, on préférerait sans aller trop loin non plus par rapport au maintien. On préférait quand même, en tout cas, ne même pas avoir à se poser la question et l'avoir pour les 6 prochains mois. Ça, c'est une Mhm. certitude. Effectivement. Alors, messieurs, si vous avez rien à rajouter, on peut Ouais. gentiment Et, passer à la rubrique suivante. et puis sinon, il y a Jingle. aussi juste Oui, en pardon. deux, trois mots, Redjai qui est prêté à Bulle. Voilà. Oui, j'aurai peut-être l'occasion d'aller le voir jouer une ou deux fois, puisque si vous ne le savez pas, chers auditeurs, moi je suis un Neuchâtelois expatrié, j'habite à Bulle. Et depuis un moment, je me dis que je devrais aller voir de temps en temps le FC Bulle. Bah là, du coup, j'ai une bonne raison d'aller les voir évoluer de temps en temps. Oui, merci pour ce Mais petit il faut, c'est un rappel, super Michael. championnat la Promotion League. Oui, on sait que tu es un grand fan de Promotion League, tu fais tous Moi, les terrains j'adore. Mais après, de Suisse romande. Voilà, messieurs, si vous avez rien à rajouter, on peut passer à la rubrique suivante, jingle. Voilà, pour cette rubrique suivante, l'invité du jour, bah, je l'ai déjà annoncé avant, on a l'énorme plaisir de recevoir Joël Corminboeuf. Joël, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Comme je le fais traditionnellement avec tous nos invités, et comme à Xamcast, on est très friand de statistiques, je vais commencer par t'introduire avec quelques chiffres qui donnent un peu le vertige te concernant. Donc, dans ta magnifique carrière, Joël, tu as disputé 288 matchs avec Samax, 31 matchs avec le Racing Club Strasbourg, 16 matchs avec le FC Zurich, ainsi que 8 matchs avec l'équipe de Suisse. Pour ce qui concerne Neuchâtel Xamax, tu as encaissé sur ces 288 matchs 339 buts, ce qui fait une magnifique moyenne de 1,17 buts par match. Il n'y a plus beaucoup de gardiens actuellement, je pense, qui peuvent se targuer d'avoir une moyenne de buts aussi basse. Et puis, tu as gardé ta cage inviolée pendant 86 de ces 288 matchs, ce qui est aussi une statistique plus que respectable. Voilà, Joël, première question qu'on voulait te poser. Donc, tu es né et tu as grandi à Don Didier dans le canton de Fribourg. Et est-ce que tu as grandi en fait en étant supporter de Neuchâtel Xamax? Non, il faut le dire. Bon, à l'époque, Neuchâtel n'était pas le grand Xamax, donc j'étais plutôt supporter du FC Zurich. Parce Ok, que c'était l'époque où Zurich dominait le championnat. C'était souvent la lutte avec le FC Bâle. Mon frère, lui, c'était Bâle, puis moi, j'étais Zurich. Euh, c'est comme ça que voilà, j'étais supporter de Zurich avant d'être de Xamax. Par contre, après, quand Xamax a vécu sa première grande aventure européenne, j'étais toujours derrière les buts du côté de Saint-Blaise. le but du côté de Saint-Blaise, voilà. Oui, parce que Don Didier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est près d'Avanches, c'est juste à côté d'Avanches, donc c'est pas extrêmement loin de Neuchâtel. Donc c'est vrai que pour les amateurs de foot qui avaient envie de voir de la Ligue nationale A à l'époque à Don Didier, il fallait aller soit à Neuchâtel, soit à Berne, soit à Lausanne. Hein. C'était un peu les choix qui se présentaient, en tout cas dans la proximité.
Exactement, c'était le triangle magique. C'était un peu le triangle magique, ouais. Ok, Sam, pour la question suivante. Alors, j'ouvre juste le document. Alors, la Ouais. question est, quel a été pour toi, durant votre enfance, le gardien qui vous a donné envie de jouer à ce poste-là? Difficile à dire. Ben, disons, au début, quand j'ai commencé le football, ben, c'était les juniors D, il n'y avait pas plus bas. Et puis, on jouait directement dans les grands buts. Et comme j'étais le plus grand de l'équipe, c'est parti comme ça, on m'a mis dans les buts. Et puis après, ben, c'est vrai que ça m'a plu. Et puis, comme tout gardien que je regardais, bon, moi, j'ai beaucoup aimé Schumacher. Tout le monde dit, ouais, mais Schumacher, l'accident, Battiston. Je dis non, je regarde pas ça. C'est clair que ça, c'était vraiment pas très beau. Mhm. Mais c'était un gardien qui m'a plu parce que c'était ben, beaucoup de tempérament, d'engagement, une grosse présence. Et du point de vue des gardiens suisses, ben il y avait Eric Burgener qui était quand même un monument. Donc Ouais. voilà, c'était mes gardiens de prédilection. C'était la référence à l'époque, hein, Eric Burgener, ouais. C'est clair. Sam, question suivante. Alors, la prochaine question. Au début de votre carrière, vous auriez pensé une seule seconde qu'elle prendrait cette forme-là? Absolument pas. Non, alors j'étais vraiment pas du tout dans une vision de faire une carrière dans le foot. J'allais aussi souvent voir le FC Fétigny, donc qui a évolué pendant de longues années en première ligue. Et je me disais toujours quand j'allais voir les matchs là, en première ligue, je dis ah bah si un jour je peux être le gardien à Fétigny, ça sera super. Voilà, je pensais à ce genre de choses, mais pas de dire que j'allais un jour être champion de Suisse pour jouer avec l'équipe nationale, aller faire une expérience à l'étranger. Non, ça c'était alors vraiment pas du tout dans le coin de ma tête. Mhm. Alex? Alors, comment avez-vous eu l'opportunité de jouer à Xamax? Alors, ça s'est passé ou présenté, c'est que à l'époque, Jacques Buttrich était le gardien remplaçant de Karl Engel et il allait arrêter à la fin de la saison. Donc, comme tout bon club, Neuchâtel Xamax avait des gens qui allaient voir, des observateurs qui allaient un peu regarder à gauche, à droite des matchs. Et puis, Roland Guillot, qui a longtemps aussi travaillé à Xamax, soit avec les équipes réserves ou autres, qui a joué aussi à Xamax, qui est d'avance, venait voir les matchs et a signalé qu'Adon Didier avait un gardien qui était intéressant. Et puis, j'ai été convoqué pour faire des tests avec l'équipe réserve. Pendant une semaine, on était deux ou trois gardiens un peu en concurrence et finalement il en restait deux et j'étais dans les deux et voilà après certains diront que j'ai été choisi lors du dernier match parce qu'à l'époque Xamax participait au championnat d'été, mais Gilbert Grèze ne voulait jamais que ce soit la première équipe. Lui, c'était les réserves parce que la première équipe partait en camp d'entraînement. Donc, les jeunes, on jouait contre les pros français, donc que ce soit Sochaux, Auxerre ou autre. Et on a joué un match à Colombier contre Auxerre de Giroud, qui lui a aligné son équipe de pros. Et puis, nous, on était les jeunes en face. Donc, et puis, j'ai eu on va dire, j'ai eu la chance de commencer le match. Et à la mi-temps, on gagnait 1-0. Et Ah puis, oui, donc on t'as a pris entendu aucun but en fait. T'as fait une bonne voilà, impression. on a entendu les vestiaires, les fenêtres voler du côté d'Auxerre. Donc, Giroud a remis une remontée assez pro. Par chance, le deuxième mi-temps, je ne jouais pas. Et finalement, ça s'est terminé 7-1 pour Auxerre parce que les pros, c'est clair, la première quand ils ont vu les petits jeunes, ils ont dit ouais, tranquille. Voilà. Et puis, on a fait remonter les bretelles. Mais le choix avait déjà été fait avant. Donc, et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Xamax. Après, on m'a dit quand le contrat était signé, on m'a dit mais faudra aller bien te préparer, il faut aller courir parce que tu verras qu'en entraînement et tout, ça sera très dur. Ok, j'ai été courir et tout dans la forêt à d'idées. Et puis quand je suis arrivé là après on avait joué contre Sochaux là, avant que je parte en camp, on avait perdu 6-1 sauf erreur ou un truc comme ça. Voilà, bon, c'était logique.
quand c'est pro, voilà. Et en arrivant avec Rudy Negli, qui faisait l'assistant de Gilbert Grèce et puis l'entraîneur de l'équipe réserve, ben, on est parti en voiture là pour Durbar et le camp d'entraînement. Et quand je suis arrivé, ben la première personne qui était sur le perron de l'hôtel, Uli Stilik. 3 semaines avant, je le voyais encore à la télévision gagner la Coupe de l'UEFA avec le Real Madrid contre Vidéoton. Et là, tout d'un coup, bah, je l'avais devant moi. Donc, je suis arrivé, et puis je lui ai dit bonjour monsieur. Et Ouli, tout de suite, non, alors, moi c'est Ouli, on est dans la même équipe, on se tutoie. Et c'était vraiment, c'était impressionnant comme arrivé. Et après, c'est clair, c'était 3 entraînements par jour. Donc, quand vous êtes un petit amateur qui se retrouve là au milieu, c'était compliqué. À 7 heures le matin, courir avant de déjeuner. Et puis à 10 heures, c'était la séance physique. On courait à travers la vigne. Là, il faisait une chaleur. Et puis, 100 mètres, on courait 100 mètres, 200 mètres devant moi. Je vois Karl Engel qui s'arrête vers Gilbert Grèce. Alors moi, comme un grand, j'arrive là, en retard, mais j'arrive. Et je m'arrête. Et Gilbert Grèce, il vous a dit de vous arrêter, Joël, vous continuez. Et je suis reparti, et je suis arrivé, je pense, 10 minutes après tout le monde, en étant cuit, et l'après-midi, on joue au ballon. Mais comme c'était le 3e entraînement, j'étais naze, raide comme j'en pouvais plus, je plongeais à côté du ballon, et puis Gilbert Grèce, lui, il aimait bien tester ses joueurs, j'en ai pris mais plein, je m'excuse du terme, plein la gueule, où il sortait, mais purée, mais Joël, vous êtes nul, mais c'est 0 retourné en 4e ligue. Et puis, voilà, il y avait 2 solutions. Soit vous dites, il a raison, et puis, voilà, je baisse pavillon, ou bien, je m'accroche, puis je vais lui montrer quand même que si je suis là, c'est pas pour rien, que c'est pas un accident, quoi. Et voilà, donc lui, il aimait bien tester aussi ses joueurs, un peu, voir le mental, si on était capable de résister aux choses. Effectivement, c'est une approche quand on a connu un peu Gilbert Grèce qui n'est pas surprenante. Au moment où tu arrives au club, tu l'as déjà mentionné, hein, le titulaire indiscutable, c'est Karl Engel qui est à ce moment-là bien installé à Neuchâtel, mais qui est aussi un des meilleurs portiers du championnat suisse, avec déjà une bonne carrière derrière lui. Comment ça se passe avec lui pour toi? Ça se passe super. J'ai eu la chance d'arriver. J'avais un des 2 ou 3 gardiens de l'équipe nationale, un modèle aussi, et qui tout de suite s'est occupé de moi. Il m'a un peu pris sous son aile, et j'ai énormément progressé à son contact. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir à le côtoyer, parce que ou à lui téléphoner, car j'ai gardé beaucoup de contacts avec. Ouais, Alex? Alors moi, ma question sera, comment avez-vous vécu les 2 titres avec Xamax? C'était des moments extraordinaires, hein, surtout le premier, parce que c'est le premier de l'histoire. Il restera toujours comme le premier, on va pas dire l'unique, parce qu'on a eu le 2e derrière, mais le premier titre d'un club, c'était une immense fête. On jouait, ces saisons-là, à la Maladière, il y avait toujours passé 10 000 spectateurs de moyenne. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour une ville environ 35 000 habitants. Là, on va dire qu'il y a une personne sur 3 qui était au stade. Donc c'était des moments magiques. On avait fait une saison exceptionnelle. Après, justement, la première année où je suis arrivé en étant le remplaçant de Karl, on avait passé tout près du titre aussi, en perdant le match décisif là, contre IB. Et puis l'année d'après, c'est vrai que il faut aussi un petit peu raconter, c'est que c'est clair, Karl Engel était en fin de contrat, il n'avait pas été renouvelé, lui était reparti sur Lucerno à Lugano, et le club avait essayé de donner la chance, mais ils avaient appelé Roger Lebly, qui était à chaud de fond et qui était gentiment sur la fin de sa carrière, mais qui n'était pas encore en fin de carrière. Donc c'était un gardien très expérimenté, qui a été engagé comme doublure. Et puis c'est vrai que avec Roger, ça s'est super bien passé. Bon, moi je dis toujours, c'était mon papa du foot, parce que on était tout le temps ensemble dans les déplacements. À l'époque, on allait pratiquement tout le temps au vert. On se déplaçait, on était tout de suite mis au vert. Donc, j'étais toujours avec lui. On partageait la chambre.
Et c'est vrai que j'ai fait des matchs amicaux un peu en dents de scie, et puis dont le dernier contre la Juventus où j'étais un petit peu passé à travers. Et c'était la semaine avant le début du championnat à Haro, et la presse entre autres et les gens se posaient la question, mais est-ce que Neuchâtel Xamax ne devrait pas mettre l'expérimenté Roger Lebus dans les buts, quoi. Et ben voilà, ben finalement, je sais pas, le président donc Gilbert Facnetti ou l'entraîneur Gilbert Grèce ou je ne sais qui ont dit non, ça sera Joël qui commence. Et puis ben à Haro, on avait gagné 5-0, on avait lancé la saison de manière magnifique. Puis on avait vraiment, pas dire que c'était un long feu tranquille le championnat, mais on avait fait vraiment une saison extraordinaire. Mhm. Et puis ensuite, malheureusement, c'est ta première blessure au genou qui survient. Alors malheureusement pour ta carrière, ça a été un peu un sujet récurrent, tes blessures au genou, on en reviendra après. Mais voilà, première grave blessure, si je me trompe pas, en 1989. Quand tu reviens, c'est Marco Pascolo qui est là. Comment ça se passe? Ben, la blessure est arrivée, c'est vrai, en 89, au retour du camp d'entraînement. On avait été à Coverciano, au centre de la fédération italienne. Et sur le retour, on s'est arrêté à Lugano là pour disputer un match de préparation. C'était pas le dernier, mais un des derniers matchs de préparation. Et sur un truc bête, quoi. Un truc sur un centre que j'ai peut-être rattrapé déjà 100 fois. En sautant, j'ai pris la balle et en retombant, ben voilà, la cheville s'est tournée, mais elle a pas lâché, puis c'est le genou qui a lâché. Donc, le déchirure des ligaments croisés, compliqué parce que ben, je savais pas ce que c'était. Hein. Tout à coup, j'ai entendu comme on casse une branche qui résonne, mais vous savez pas ce que c'est. Bon, voilà. Le médecin, on n'avait pas de médecin, le médecin de Lugano qui était là, me regarde le genou à la mi-temps, il me dit non, non, c'est pas trop grave, ça va aller. Bon, ben, j'étais quand même sorti on Par va dire précaution, alors que tu avais les voilà, ligaments mais la croisés. précaution, elle servait à plus rien, quoi, mais enfin. Et puis après, on est rentré à Neuchâtel, voilà, j'avais mal au genou sans plus. On avait 2 jours de congé, je suis parti me promener à la montagne, tout allait bien, et puis en rentrant le lundi, le genou a triplé de volume, et puis voilà, c'était les croisés, quoi. Après, c'était une longue galère parce que ça m'a pris plus d'une année, parce que j'ai attrapé une infection aussi au genou, donc voilà, très un long combat, se demander s'il allait pouvoir revenir ou pas. Voilà. Finalement, oui, c'est clair. Quand vous revenez, d'abord il y a eu ils ont été chercher Jean-Claude Milani, qui était Oui. avec Roger Léhubli, et puis c'est clair que Roger n'avait pas tellement apprécié un petit peu le coup que la direction lui avait fait parce qu'il pense que la place aurait dû lui revenir, mais enfin voilà. Et plus tard, Roger après a terminé et Marco Pascolo avait débarqué en provenance de Sion. Ce qui était pour moi, c'est logique. Hein, je veux dire, que vous êtes arrêté plus d'une année et que la vie continue. Hein, pour le football, il s'arrête pas parce qu'un joueur est blessé. Donc c'est sûr, Ouais. quand vous arrivez, c'est sûr, au départ, avant votre blessure, vous êtes le titulaire numéro 1, puis vous revenez, vous êtes plus rien, dans le sens que vous devez reprouver. Et c'est vrai que c'était pas toujours facile parce qu'on est dans sa tête en disant mais j'étais le numéro 1, puis il faut retrouver ses sensations, c'est pas oui, ça vient pas tout seul, il faut aller jouer avec les espoirs, ou l'équipe réserve ou les 21, on peut l'appeler comme on veut, mais il faut faire ses gammes. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple parce qu'on passe d'un certain statut mais qui est pas garanti, mais voilà, vous retrouvez nouveau pas tout au bas de l'échelle, mais il faut recommencer à bosser, à essayer de gravir les échelons et c'est pas facile. C'est ça, parce que le club avait encore des ambitions sportives très hautes à ce moment-là. Et puis Marco Pascolo était un gardien en pleine évolution. Il a aussi eu, lui, une magnifique carrière en club et international derrière. Donc c'est vrai que j'imagine mentalement, ça n'a pas dû être une période très simple pour toi. Ensuite, il y a eu un duo que tu as formé avec Florent Delay. Je pense que c'est le gardien avec lequel tu as été en binôme le plus de saisons à Neuchâtel, échangeant tour à tour les places de titulaire. Tu as eu quel rapport à l'époque avec Florent Delay? C'était une concurrence qu'on peut appeler saine? Disons, de toute façon, et c'est la meilleure chose pour un club, c'est qu'il y a une concurrence saine. Si entre les deux gardiens, vous en avez deux qui peuvent pas se voir, pas s'encaisser, qui
qui se font un gueule ou autre chose, ça pourrit l'ambiance dans un club et ça n'avance pas. Mais c'est vrai que bon, après il y a aussi différents entraîneurs. Avec certains, vous avez un Mhm. meilleur feeling qu'avec d'autres. Après vous jouez, tout à coup vous jouez pas. Des fois vous posez la question, mais pourquoi je joue pas alors que voilà. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de tout donner à l'entraînement. Hein. C'est bon, ça on apprend aussi plus tard, quand on est un peu plus âgé, on apprend ce genre de choses. Quand on est jeune, on veut tout casser, on comprend pas les choses, on va s'énerver. Et plus tard, ben, voilà, vous avez mûri et vous comprenez que vous pouvez faire qu'une chose. Hein. C'est pas vous qui décidez. La Non, seule non, chose, c'est c'est tout clair. donner. Et puis, mais c'est Mais vrai que c'est pas toujours facile. Puis avec Florent, ben, ça s'est bien passé. Maintenant, c'est quand même un bon pote. J'ai quand même quelques contacts. Là, lui, il travaille toujours au Lausanne Sport, à côté de son job de de moniteur moniteur auto-école. auto-école, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, Il y a eu bah, ce... surtout dans un Ouais. poste, excuse-moi Michael, surtout dans un poste, c'est vrai, où peut-être le poste de gardien, c'est le poste où la hiérarchie est le plus souvent nommée. Hein. Il y a souvent le numéro un et le numéro 2. C'est quand même assez rare les clubs qui disent, ben voilà, il y a un numéro un et un prime, où il y a une rotation souvent. Donc c'est vrai que ça doit pas être évident dans cette situation-là. On avait l'impression Non. qu'à certaines saisons, que la hiérarchie, elle n'était pas toujours clairement définie. Elle pouvait dépendre de, comme tu disais, du feeling, mais aussi des performances en temps réel, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours simple, non. Ça, de toute façon, on le sait, hein. Vous êtes un joueur de champ, il y a 10 possibilités sur le terrain. De se dire, OK, ben, je sais rien, je suis ailier, je peux jouer latéral, je peux jouer ailleurs, gardien de but, voilà, il y en a un, et puis il y en a qu'un, voilà, il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Et des fois aussi, je trouve que certains gardiens ont aussi beaucoup de mérite d'accepter d'être des numéros 2. Moi, je pense que même je sais pas, arriver en fin de carrière, mais j'aurais pas pu se dire, OK, ben, je fais encore une, deux saisons, si c'était bien physiquement ou autre, et puis je reste, puis je donne mon savoir à quelqu'un ou autre. Je pense que c'est aussi après une question de caractère et autres, et je pense pas que j'aurais pu faire ça. Mhm. Ouais. Et ensuite, donc il y a eu ce départ à Zurich en 91. Est-ce que tu peux nous parler de ça, où tu as joué le tour de promotion relégation? C'était 14 matchs à l'issue desquels Zurich est resté en Ligue nationale A, avec aussi 2 matchs de coupe. Ce départ, il était motivé par le temps de jeu à Neuchâtel? Exactement, exactement. Bah, c'était le retour après la grande blessure. Après, comme je dis, j'ai fait des matchs avec les espoirs. Après, on commence à être gentiment réintégré au contingent de la première équipe, mais tout en étant remplaçant, ce qui, comme je disais tout à l'heure, était logique. Et là, je sentais qu'il me fallait du jeu aussi, parce que les entraînements, c'est bien, c'est super pour s'entraîner, mais ça remplace pas le match, les situations de match, des duels ou autre chose qu'on retrouve dans une partie. Donc, c'est vrai que là, j'ai été informé Gilbert Facchinetti. J'ai dit, mais c'est le président, moi maintenant, je dois jouer. Il faut que je joue et tout. Et j'avais deux opportunités. Il y avait le FC Wettingen, qui à l'époque était une bonne équipe quand même de Liga, et le FC Zurich. Et puis, mon choix, c'est clair, était sur Zurich, et je pense que c'était un très très bon choix, où j'ai trouvé une belle équipe, un bon entraîneur là, qui était Herbert Neumann, un Allemand, mais qui était vraiment très très intéressant au niveau des entraînements et autres. Et c'est vrai qu'on a fait un super championnat avec cette équipe qui était très jeune. Et pour dire, le dernier match, donc on était invaincus. On n'avait pas tout gagné, mais on était invaincus. Et le dernier match, on jouait contre Schaffhouse à la maison, on ne pouvait pas le perdre. Si on le perdait, Schaffhouse nous passait devant. Hmm. Donc, on a joué, il y avait 14 ou 15 000 personnes au Letzigrund. On a gagné 2-0 ce match et on s'est maintenu. Et on a été jusqu'en demi-finale de la Coupe. Il y avait Marco Grassi, il y avait d'autres qui commençaient sa carrière au Mhm. FC Lyon. Et finalement, le fait de pouvoir profiter, d'avoir du temps de jeu et d'enchaîner, ça t'a permis 2 ans plus tard d'avoir cette opportunité à l'étranger avec le RC Strasbourg de Gilbert Gress, où tu as joué une saison en Division 1, la Ligue 1 d'aujourd'hui. Comment il s'est fait ce départ? Et Gilbert Gress, que tu as côtoyé lors de son premier passage à Neuchâtel, a dû peut-être avoir une certaine influence, j'imagine?
Oui, c'est clair qu'il a eu une certaine influence. Ben, ça s'est passé dans le sens que j'avais suivi toute la préparation avec Neuchâtel. Quoi. J'avais pas du tout d'idée de partir. J'étais sous contrat et on a joué un match contre l'Auxerre de Giroud à nouveau avec Xamax. Je sais plus, c'était un match amical en Suisse en préparation et on a gagné 1-0 et j'avais fait un bon match, j'ai tout arrêté. Et je sais que ça j'ai appris après, que Gilbert Gress avait eu des contacts avec Giroud et que Giroud a dit, on a fait le cocktail, Koralov, il a tout sorti, hein. Et à Strasbourg, il était pas très très content de son gardien, c'était Sylvain Sanson, qui était le chouchou là de la Méno. Et le match suivant, on jouait contre Everton à Linière et il s'est déplacé, il est venu voir le match et à la fin de cette partie, Michel Fabre, le directeur sportif, m'appelle et me dit il faudrait passer chez moi là, il y a Gilbert Gress qui aimerait te voir. Et après je suis monté à la villa chez Michel Fabre, Gilbert Gress était là et puis il m'a demandé si j'étais intéressé d'aller jouer non, pas de jouer, de me déplacer, de faire partie du contingent du Racing Club Strasbourg. Il m'a bien dit, ok, vous venez, si vous venez, de toute façon, rien n'est acquis. Je ne peux pas vous garantir une place de titulaire, il faudra montrer ce que vous savez. C'est clair, quand vous réfléchissez, j'avais comme 30 ans, vous dites, ok, ouais, c'est pas tous les jours qu'on a une opportunité, il n'y avait pas de manager entre nous, ça se passait, l'entraîneur de Strasbourg a parlé avec M. Texamax, il a parlé avec moi, et puis finalement j'ai accepté, puis je suis parti à Strasbourg et je suis arrivé 3 jours avant le début du championnat. Donc ils avaient déjà fait toute la préparation, j'ai fait 2 entraînements avant le premier match qui était contre Auxerre. Et là, t'as de nouveau tout sorti. Presque. L'Auxerre de Giroud à nouveau, et puis il a dû dire, mais encore lui en face, quoi. Oh, presque. Et on s'est retrouvé la veille de match. À l'époque, il y avait toujours un match, on jouait le samedi soir, le vendredi, il y avait un match sur Canal+. Donc, on était ouvert à l'hôtel à Strasbourg, là, toute l'équipe. On a regardé le match. À la mi-temps de cette partie, Gilbert Gress appelle Sylvain et moi. Et il nous dit, je ne sais encore pas qui c'est qui jouera demain, vous préparez les deux. Ok, donc là, on regarde la fin du match. Le lendemain, on va faire la promenade. Arrive le moment de la théorie. Il commence. Alors, numéro 1, Corin Boeuf. Hop. Alors, je peux vous dire que j'ai changé de couleur. J'ai dit, oh là 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 là. D'accord, bon, etc. Information. Bon, Sylvain, pas très content du tout, même. Ok, bon, on part au stade, changement, je sors pour m'échauffer, Sylvain n'était pas prêt de venir, donc c'est Olivier Dacour qui après a fait une très grande carrière internationale en jouant à Everton, à l'Inter de Milan, etc., qui était un des petits jeunes du Racing qui est venu m'échauffer. Je me suis fait huer en arrivant, c'est clair, je prenais la place du chouchou du stade et voilà, je pouvais comprendre les gens. Bon, ok, j'ai fait mon échauffement. Je sais un photographe suisse, là, Xavier Lafare, qui est très connu, était là pour faire des photos. Il m'a dit, mais je t'ai jamais vu aussi transparent que ça. Parce que j'étais concentré, truc. Et après 15 minutes, les gens j'avais retourné le stade, on peut dire. Mais c'était soit tu passes, soit tu casses, quoi. Je me serais loupé là, j'aurais fait un match de Ligue 1 et c'était fini. Et là, j'ai pu faire des arrêts et à la fin, on avait fait 1-1 contre Auxerre. C'est aussi un peu la réalité du gardien de but, hein, d'être toujours à une erreur ou à un miracle près de remporter le cœur des supporters. C'est vrai, le gardien me dit toujours, il peut être pendant 89 minutes ou 90 minutes le roi et en une fraction de seconde, il est le roi des cons. Hein. Et les gens retiendront pas tous les arrêts ou toutes les choses réalisées avant. La chose qu'ils retiendront, c'est l'erreur. L'erreur, s'il n'avait pas fait cette erreur, on aurait fait 1 point, je n'en sais rien quoi. Et voilà. Ça, c'est la réalité du gardien de but.
Ouais, dans cette division 1, tu as rencontré joueurs et entraîneurs iconiques. Bon, t'évoquais la GIA de Guiraud qui t'a pas mal suivi. Il y a aussi eu, j'ai regardé un peu, ouais, au PSG, Zidane à Bordeaux qui était encore jeune, Roger Bolli à Lens qui a terminé comme meilleur buteur avec Yuri Djorkaeff à Monaco. Comment t'as vécu cette expérience dans un championnat plus relevé que la LNA et qu'est-ce que t'en retiens maintenant de cette belle expérience à l'étranger? Comme tu le dis, c'était une expérience extraordinaire. Ben, c'est sûr que toujours espéré qu'elle aurait pu durer plus longtemps parce que ben, Strasbourg voulait me garder, il y avait Monaco entre autres qui était intéressé, et puis ben, je me suis refait les croisés sur la fin de saison. Mais voilà, ça mais ce que je retiens, ben, c'est que du positif. Hein. C'est clair que ben, déjà, je peux pas dire que c'était un rêve puisque je n'ai jamais pensé au départ faire de mon métier le football. Donc, mais là, c'est vrai, c'était une découverte exceptionnelle déjà au niveau des médias, la présence médiatique, la présence de télévision constamment. Le vendredi, quand on jouait à la maison à Strasbourg, les gens, il y avait très peu d'abonnés. Par contre, les gens venaient le vendredi après-midi, ils achetaient leur billet et venaient voir l'entraînement. Il y avait toujours 2-3 000 personnes autour du terrain d'entraînement. C'était impressionnant. Ouais, c'est tout des choses, les déplacements aussi en avion. Ouais, c'était vraiment, je franchissais un nouveau palier. C'est tout des expériences qui sont, je dis, j'ai eu une chance extraordinaire de les vivre et j'en retiens, mais je retiens de partout où je suis passé, je retiens toujours des moments magiques, même si parfois c'était pas toujours aussi facile, là, parce que même avec Strasbourg, on a été éliminé en coupe on avait perdu au penalty contre Bordeaux. Contre Bordeaux, le championnat, on a pris 4-0 à la maison, on s'était fait huer, ce qui était assez rare de se faire huer à la Méno, parce que le public de Strasbourg est un public, on dit que c'est le Marseille de l'Est, un public chaud, qui est chauvin, et on s'était fait huer, mais comme rarement. Mais ça fait partie de la vie du footballeur, d'apprendre et de découvrir des choses. Oui, au total, toi, tu as joué 3 demi-finales coupe de Suisse, dont 2 avec Xamax, une avec Zurich, tu l'évoquais. Le fait de ne pas avoir remporté ce trophée, est-ce que c'est un regret pour toi, disons, dans le bilan de ta carrière? Euh, Bon, on dira oui et non. On dit toujours que c'est mieux de se faire éliminer en demi-finale que de perdre la finale. Ouais, Alors, je ne sais pas, quand je n'ai jamais été plus loin, mais c'est vrai que quand tu es footballeur, quand t'as une marche de faire cette finale, c'est vrai que c'est toujours rageant. Je me rappelle d'une demi-finale contre Lugano, on a perdu aux prolongations. C'était vraiment rageant. On était mené 2-1 ou 2-0, on égalise, on revient 2-2 et puis on a lâché dans la prolongation, on a pris le 3-2. Et c'est vrai que c'est rageant. Après, ben voilà, Neuchâtel n'a pas réussi à obtenir une fois ce trophée. On espère qu'un jour ce sera le cas, mais pour le moment, ben, le trophée se refuse pas mal. eh oui. Et puis pour les souvenirs prestigieux, tu as participé 2 fois donc à la Coupe des clubs champions avec Xamax lors des 2 titres, avec notamment la victoire de Xamax à la Maladière face au Bayern. Quel souvenir tu gardes de ce match et globalement des épopées européennes de Xamax auxquelles tu as beaucoup participé? Il y a aussi eu beaucoup de matchs de Coupe UEFA, ces 6 matchs de Coupe des clubs champions. Qu'est-ce que tu gardes de ces souvenirs qui sont aussi pour beaucoup à Neuchâtel presque un mythe maintenant, ces grandes épopées européennes dont tu as pu participer grandement? C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel quand on pense Neuchâtel. Souvent, je connais des gens qui allaient à l'étranger, ils disaient qu'ils venaient de Neuchâtel parce que Xamax était connu quand même dans toute l'Europe en tout cas. Donc c'est vrai que pour un club de province, comme beaucoup de monde le disait, de vivre tous ces matchs et longtemps être invaincu à la Maladière. Hein. Seulement l'Inter Milan nous a fait plier. Sinon, que ce soit Real, que ce soit Bayern Munich, Dynamo Kiev, je sais pas, Étoile Rouge Belgrade et bien d'autres sont sortis vaincus ou non, en tout cas ne nous ont pas battus. Donc c'est vrai que c'était des moments magiques, hein, des soirées européennes. C'était quelque chose de grandiose où le public était souvent là en masse à nous soutenir et à nous pousser à réaliser de grandes choses.
comme je disais tout à l'heure, enfin, c'est des adversaires prestigieux. Et puis c'est vrai que battre le Bayern Munich, c'est pas donné à tout le monde. Et ça reste ça comme un des tout grands souvenirs, ça. Mhm. Maintenant, on va ouvrir une petite parenthèse sur ta carrière en équipe de Suisse. Je le disais dans l'introduction, tu as disputé 8 matchs avec l'équipe nationale. Quel est le match qui a été le plus mémorable pour toi de ces 8 matchs? Ah, tu dirais, je pense que c'est quand même le premier. Tu joues contre l'Allemagne en Allemagne. Eux, c'était la préparation pour le championnat d'Europe qui se disputait justement en Allemagne. Et on avait joué, bon, je m'en rappelle même plus, Bled. Ah, Kaiserslautern. On avait joué à Kaiserslautern, c'est un terrain qui est un peu en dessus de la ville, qui domine. Le stade était plein et c'est vrai que avoir la chance de représenter son pays, c'est toujours des moments fantastiques, l'hymne national, et puis ben, on affrontait, comme je disais, l'Allemagne à la maison avec tous les grands joueurs, les Matthäus, Klinsmann et compagnie, donc tous des grands noms. Et c'est vrai que c'est magique. Bon après, ben, c'est vrai que j'ai pas joué beaucoup parce que, ben, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de pépins d'accidents de foot mais j'ai quand même voilà je dirais dans mes adversaires j'ai vu 2 fois l'Angleterre, l'Espagne en faisant match contre l'Espagne. C'est vrai qu'il y a pas bon maintenant la Suisse les avait battus à la Coupe du Monde, mais autrement il n'y a pas fait souvent des points contre les Espagnols. Et la Yougoslavie, allez, c'était encore la Yougoslavie, Ouais, c'est ça. donc Tu as joué dans une période où la Suisse avait beaucoup de peine à se qualifier pour des compétitions européennes. On était plutôt considéré comme un petit à l'échelle du football européen à ce moment-là. La Suisse, tout à donc. fait. Mhm, Oui, on était. Bah, d'ailleurs, bah, si pour dire on a perdu 1-0 contre l'Allemagne, bah, on était content. mhm. Alors que maintenant, tout le monde serait très 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 déçu. Il y a une différence de mentalité. C'est vrai que la Suisse n'était pas aussi. Bah, il y avait pas beaucoup de monde qui jouait, je crois, même personne qui jouait à l'étranger. On jouait presque tous en Suisse. Il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas encore ce tournant qui s'est produit plus tard, où c'est que maintenant on serait déçu maintenant si la Suisse ne se qualifie pas pour un grand événement, alors qu'à l'époque c'était plutôt Mhm. d'essayer d'y arriver, de grappiller des points à gauche et à droite, et puis on servait souvent de ce partenaire parce qu'on était quand même une équipe difficilement à battre, mais qui ne participe pas aux grands événements. C'est ça. Il y a une période qui a duré pratiquement 30 ans, je crois, entre la Coupe du Mmh. Monde en Angleterre et puis la Coupe du Monde aux États-Unis. Sans disputer de grands tournois. C'est vrai qu'on se rend pas compte non plus de la chance qu'on a maintenant d'avoir la Nati qui dispute tous les gros tournois depuis la Coupe du Monde 2014, qui n'a manqué que l'Euro 2012 depuis la Coupe du Monde 2002, je crois. Donc c'est vrai que c'est assez dingue. Voilà. Michael, pour la question suivante. Ouais, bon, on a évoqué des grands souvenirs, aussi des souvenirs un peu plus frustrants avec la coupe. Est-ce qu'au final, dans le bilan de la carrière, il y a un regret particulier et un souvenir que tu mettrais au-dessus du lot dans ta carrière de footballeur pro? Non, je pense pas qu'il faut avoir de regrets, hein, parce que, ben voilà, comme je disais, hein, et peut-être qu'il n'y pas eu ces blessures, mais voilà, ça fait partie. Il faut l'accepter. Peut-être que j'aurais eu une autre carrière encore, mais il faut être toujours positif et content en tout cas, moi, je suis hyper content de ce que j'ai pu vivre grâce au football, hein. C'était des moments extraordinaires. Et puis, ben, moi, je mettrais quand même en avant, je pense, le match à Munich, parce que voilà, c'était un match, je pense que j'en ai pas fait beaucoup comme ça, où on a certes été éliminé, mais à 3 minutes de la fin, on sortait le grand Bayern de Munich à Munich en étant toujours 0-0. Et après la victoire du 2 à la Maladière. Mais comme je l'ai dit, moi, je suis hyper, hyper content de ce que j'ai pu vivre. Mhm. Ok, Alex? Alors, quel est le joueur avec qui vous avez le plus apprécié jouer? Oui, il y a plein de joueurs, hein. J'ai eu la chance cet été de refaire un match. Bon, je ne dis pas comment
Je me suis retrouvé après, il me fallait un mois pour récupérer, mais j'ai pu refaire un match avec les anciens de l'équipe nationale. C'était quelque chose d'exceptionnel de retrouver Heinz Hermann, de retrouver tous ces joueurs contre qui on jouait ou quand on était ensemble en équipe suisse, les retrouver là. Et c'est toujours exceptionnel aussi de revoir Franck Leboeuf, avec qui j'ai joué à Strasbourg, qui a été champion du monde en disputant. Le seul match qu'il a disputé, c'est la finale. C'est Donc, juste. et maintenant, il fait du théâtre et tout. Et j'ai été le voir jouer à Moudon et c'était magnifique, les retrouvailles et tout. Et je sais, lui, il avait parlé beaucoup de moi en bien aussi sur les télévisions françaises parce qu'il était un gardien qui était débarqué 3 jours avant le championnat. Il a sorti des trucs miraculeux et ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi énormément. Et puis, à contrario, un joueur que tu retiens comme adversaire, le plus grand adversaire que tu as eu l'occasion d'affronter, un nom comme ça qui ressortirait au-dessus des autres. C'est toujours difficile. Ensuite, je dirais qu'il y avait Tourquilma, c'était quand même assez embêtant à jouer. En plus, les gauchers, toujours un petit peu plus difficile à cerner que en tout cas pour moi, je trouvais que les gauchers étaient c'est pas évident à lire leur jeu et tout. Après, on a eu Moldovan qui a joué avec nous, puis après qui a joué contre nous parce que Viorel, c'était un grand buteur aussi. Il avait un bon sens du but. Et je dirais aussi, pour l'avoir affronté tant en Suisse qu'en France, c'est Sonny Anderson, qui a joué à Servette, oui. qui était à Marseille. Oui, un joueur exceptionnel, effectivement. Une grande carrière pour Sonny Anderson, ouais. Et le plus beau stade dans lequel tu as pu évoluer, hormis la Maladière, on est d'accord, hein? Alors, la Méno. La Méno, ouais. Je m'attendais quand même à cette réponse-là. Ouais. Non, la Méno, c'est vrai que c'est un magnifique stade qui sont en train de transformer et agrandir parce que la ville, c'est pas le club là, c'est la ville a loupé le coche lors des événements en France. Ils ont toujours refusé d'être une ville haute, soit de la Coupe du Monde ou du Championnat d'Europe. Et de ce fait, le stade mérite d'être modernisé, ce qui sera fait prochainement. Après, c'est clair, dans les stades, on a aussi joué au Maracana de Belgrade. Et pas forcément un beau stade, mais qui était plein parce que avec Neuchâtel, lorsqu'on a été joué, c'était du temps de la guerre qu'il y a eu avec la Yougoslavie. Et puis, lorsqu'il y a eu le tirage au sort, les dirigeants de Xamax sont venus dans le vestiaire pour nous demander si on était d'accord ou pas d'aller jouer, parce qu'il y avait des craintes qu'on soit retenu en otage. Et en fait, on a été accueillis parce qu'on a été, les gens là-bas, ils ont rempli le stade, ils nous ont applaudi parce qu'on est venu. Et on avait gagné 1-0, on s'était qualifié après. Et à Maracana, il y avait une super ambiance. Ouais, on va embrayer maintenant avec quelques questions sur ton après-carrière de joueur, carrière d'entraîneur. Oui, maintenant, aujourd'hui, tu entraînes donc en deuxième ligue fribourgeoise de FC Urcy avec un passage aussi, par exemple, à la Chaux-de-Fonds en Promotion League lors de la saison 18-19. C'est une fonction qui te plaît, d'être cette fonction d'entraîneur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester dans le foot en entraînant à la fin de ta carrière? Au départ, c'est que quand j'ai terminé là en 2000, suite à une énième blessure au genou, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur. Donc j'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai commencé à entraîner les intercés à Xamax, puis les moins de 15 ans. Mais là, c'était en entraînant donc chaque fois les équipes. Ensuite, je suis parti à Vevey pour entraîner les moins de 16 là, du team Riviera. Et puis là, une anecdote, c'est que l'entraîneur de Vevey Sport, c'était Didier Tolo, qui était entraîneur-joueur de la première équipe en première ligue. Et on partageait le terrain d'entraînement, la Vert, en dessus de Vevey, une moitié pour la première équipe, une moitié pour les moins de 16. Et les résultats étaient en moyen pour Vevey. Didier était pas très très content. Il avait 2 jeunes gardiens. Il me voyait tout le temps. Il est venu vers moi pour me dire vous pouvez pas venir nous donner un coup de main et tout. Là, j'ai tous mes gardiens. J'ai dit mais Didier, non, moi c'est pas possible. Je suis engagé comme entraîneur des moins de 16 et ça fait 2 ans, 2 ou 3 ans que j'avais pas rejoué. Je dis non, c'est pas possible. Et pendant un mois et demi, il revenait sans arrêt à la charge. Ouais, Joël, il faudrait que... Non. Finalement, un jeudi, je dis, OK, je viens demain à l'entraînement.
Donc, je fais la veille de match. Je viens à l'entraînement parce que je veux savoir avec qui je joue. Parce que si j'ai des défenseurs puis je dois l'appeler, je sais pas comment il s'appelle, ça va pas y aller. Donc, alors je vais faire cet entraînement là le vendredi. Ok, voilà, j'apprends un peu l'équipe. Le samedi, on joue contre, c'était Mérin qui était premier. On gagne 2-1. Didier Dolo marque les 2 goals et puis moi, je vais plus ou moins tout arrêter. Il vient vers moi. Bon, maintenant, t'es obligé de continuer. J'ai dit, Didier, ok, je fais encore quelques matchs, mais je viens pas m'entraîner parce que la priorité, je dois entraîner cette équipe de jeunes. Alors, on a fait comme ça. Finalement, j'ai fait 14 matchs en première ligue. Vevey s'est maintenu et à la fin de la saison, Didier est venu vers moi. Il m'a dit, viens, maintenant, on peut partir. On a accompli notre travail. T'as pas joué contre la JOCR à cette période-là, du coup? Non, on l'a pas. Et puis, après, je suis parti à Lausanne. J'ai entraîné les moins de 18 du Lausanne Sport qui renaissait après sa faillite. La première équipe était en deuxième ligue inter. Et puis, j'avais la en c'était l'équipe réserve, les moins de 18. Et là, j'ai fait aussi une année. Après, je suis parti sur Yverdon où j'ai entraîné pendant 5 ans. J'étais responsable technique. J'ai entraîné les moins de 16 jusqu'au moins de 21 du Team Vaud. Et puis, c'est là, mon contrat s'est terminé après 5 ans que j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'ASF pour entraîner les gardiens des différentes équipes juniors en commençant par le grand événement Ouais, c'est clair. le seul titre de la Suisse, donc en 2009, le titre avec les M17 au Nigeria où on a vécu une aventure exceptionnelle parce que c'était vraiment pas facile de vivre dans les conditions. On était enfermés dans les hôtels, pas le droit de sortir, déplacement chaque fois sous haute surveillance pour aller aux entraînements, aux matchs. Mais c'était un événement exceptionnel pour les jeunes. Hein. On voit ceux qui sont Saka, Seferovic et tous les autres, quoi. Vraiment. Les gardiens de l'effectif, c'était. Alors, je me souviens que le titulaire, c'était Benjamin Sigrist, oui. Mais les autres gardiens de l'effectif, tu te souviens, toi, qui était avec lui? Il y avait. Bonne question. J'ai la photo, je les ai devant moi, mais je vais plus. C'était Joël Kouzoumboua qui a passé par Ah, Kasumboua, ouais. Joël Kasumboua, ouais. Oui, Juste. c'était à Servette aussi. Et puis Raphaël Spiegel. Raphaël Spiegel, ouais. Je sais plus où il est maintenant. Lausanne, ou je sais plus s'il est encore à Lausanne. Il était à Lausanne à un moment, en tout cas comme numéro 2. Non, mais il est Ouais. je sais pas où il est maintenant. Mais quand on pense que Benjamin Sigrist a été élu meilleur gardien du tournoi et voilà, il a pas percé, même s'il a réussi maintenant une belle carrière comme en Écosse. Là, il était à Dundee et il est à Celtic maintenant. Il est numéro 2 de Celtic Glasgow, donc c'est quand même pas mal aussi. Mais on se disait quand même que là, il y avait un gardien qui aurait pu être international et puis qu'il n'y est pas du tout, quoi. C'est comme quoi, voilà, il y a tas de choses, tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, ça c'était comment j'ai un peu commencé mes trucs d'entraîneur. Puis après, comme je l'ai dit, j'ai fait 10 ans à l'ASF en tant qu'entraîneur des gardiens. Et puis, voilà, après 10 ans, il y a une certaine, on va dire, c'est un peu toujours la même chose quand même, parce que vous êtes entraîneur de gardien, vous allez soit faire des camps d'entraînement, soit vous avez des matchs, voilà, vous partez pour 3-4 jours, vous revenez, vous repartez, l'hôtel, le machin, etc. C'est un peu toujours une même routine qui fait qu'à un moment, voilà, ça avait fait le tour de la chose, puis après avec certaines personnes aussi, ça devenait compliqué. Donc j'ai eu une opportunité d'aller entraîner Chaud de Fonds. Après, avec le recul, je dirais que c'était peut-être un petit peu vite, mais voilà, parce que j'avais pas entraîné d'équipe. Là, tout à coup, vous vous retrouvez devant un groupe qui était quand même un promotion league, et puis c'était quand même aussi une saison compliquée parce que les dirigeants c'était pas stable. Il y a eu des gens d'abord qui étaient là qui pensaient qu'ils pouvaient faire de l'argent avec ils ont ramené plein de jeunes joueurs, des Français ou d'autres, mais tous des jeunes qui voilà. Alors qu'on sait que la Promotion League c'est un haut niveau parce qu'il y a beaucoup d'équipes, c'est des professionnels déjà. Et nous, c'était vraiment une équipe d'amateurs. On a eu une saison très très compliquée et à la fin, d'ailleurs, Chaud-de-Fonds a été relégué parce que voilà, on pouvait pas régater avec les équipes du championnat. D'ailleurs, à la mi-saison, les dirigeants sont partis, c'est d'autres dirigeants, et puis on a travaillé plus local avec des joueurs, certes, qui n'avaient pas forcément le niveau de la Promotion League, mais des premières ligues, mais plus régionales, et on a fait un super deuxième tour, je dirais pas au niveau des résultats, pas au niveau comptable, mais au niveau du jeu et au niveau
aussi c'était une aventure humaine parce que tous ces jeunes qui ont été ramenés, ils avaient pratiquement pas d'argent, donc on devait leur payer à manger. Il fallait faire la lessive, des trucs que vous dites c'est pas possible. Mais c'était comme ça. Mais c'était, je veux dire, on apprend beaucoup de choses aussi. Ensuite, fini à la chaux de fond, le président de Bayern qui m'appelle, il leur restait un match à jouer, ils avaient décidé de licencier l'entraîneur. Et c'était un match décisif pour pas tomber. Donc Pas de pression, pas de pression. Ok, d'abord quand c'était un samedi soir. Ils avaient joué le match, là ils avaient perdu Bayern, puis il m'appelle le samedi soir, ouais, alors je change d'entraîneur, restez d'accord. J'ai dit, je peux pas te répondre comme ça. On se rappelle le dimanche, donc le samedi soir, j'ai été regarder là sur Club Corner les formations de Bayern un peu voir, et ça changeait tout le temps. Je dis, mais purée, il n'y a pas de stabilité, il y avait rien. Je dis, c'est incroyable, quoi. Bon, finalement, le dimanche, il me rappelle, je dis, bon, ok, j'accepte le challenge. Et ben voilà, on a eu 2 entraînements, et puis le samedi, c'était à la Sarah avec les Pans. On arrive, ok, c'est grand, beau, magnifique. Okay. Je fais la théorie, tac, les joueurs commencent à sortir, et le déluge. Ok, match annulé. Mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, donc ils annulent le match, puis les autres concurrents directs, ils ont tous joué. Donc on était relégués. On n'a pas joué, mais on était relégués. Tu dis super, quoi. Mais c'est pas logique. Il y a pas de. Non, la justice aurait été que nous c'est renvoyé, les autres soient renvoyés, qu'il y ait une égalité. Mais non, bon, ok. Mais nous, on dit, on veut jouer ce match quand même. Et la Ligue, ils nous ont téléphoné, ils ont dit non, mais on fait un 0-0, un point chacun. Nous, on a refusé, on a dit non, on veut jouer le match. Donc, le match a été refixé au mercredi. Et le mercredi matin, téléphone de la Ligue à nouveau pour dire si vous gagnez, vous maintenez parce que le champion neuchâtelois refuse de monter et le deuxième aussi. Ok. Donc, on va à la Sarah et on perd 1-0 à la mi-temps. Finalement, en deuxième mi-temps, on retourne à situation, on gagne 2-1 et on se sauve. Donc, je reste à Bayern normalement pour la saison, normalement. Mais après 7 matchs, les dirigeants me convoquent pour faire le point de la situation. Il y a bon, mais je dis normalement le point se fait plutôt à Noël pour voir ce qu'on veut faire. Non, il faut qu'on fasse le point là. Il y a des choses qui vont pas. On était au milieu du classement, voilà, avec une équipe en reconstruction. Ouais, alors ça va pas. Tu fais pas jouer celui-là, pas celui-là et pas celui-là. Je dis, parce que finalement, j'ai appris que c'était les joueurs qui gagnaient le plus, qui jouaient pas. C'est clair que pour des dirigeants, ça coûte cher, peut-être. Mais j'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les joueurs gagnent. Ce que je veux voir, c'est ce qui se passe sur le terrain. Parce que si on est influencé par le côté argent, c'est clair que c'est plus la même chose. Donc, bon, ok, j'étais après 7 matchs, ils m'ont dit, on te met en vacances. Alors, j'étais en vacances. Voilà. J'étais en vacances pendant 2 ans ou 1 année et demie, où là, je me suis occupé comme responsable technique de l'USBB, donc qui est l'Union Sportive Basse-Broye. C'est un mouvement junior d'Andidé. Avant, c'est tous les villages du coin qui travaillent ensemble pour les jeunes. Donc, j'ai fait ça pendant 1 année et demie et après, j'ai un appel du FC Fribourg. Il restait 4 matchs de championnat. Bon, l'entraîneur était parti déjà avant. Ils avaient mis les assistants, mais ils devaient payer chaque match, je ne sais pas combien, et ça leur coûtait cher. Alors, on m'appelle, est-ce que tu serais d'accord de faire les 4 matchs qui restaient jusqu'à Noël? Je dis, ok, pas de problème, je suis d'accord de partir, mais on rediscute après les 4 matchs pour la suite. Alors, on fait ces 4 matchs, ça se passe pas trop mal. Il y avait une équipe intéressante avec des joueurs pas trop mal, aussi certains joueurs beaucoup trop payés pour la Ligue, mais bon, voilà, c'était pas mon problème encore une fois. Et je sentais qu'après ces 4 matchs, donc on avait battu la réserve de Xamax, j'avais battu Payerne, donc voilà, c'était bien. Ça se passait pas trop mal et je voyais que c'était une présidente, elle venait pas vers moi pour discuter. Je disais, mais faut qu'on discute, ouais, mais plus tard. Puis finalement, elle m'a dit, alors, est-ce que tu serais d'accord d'être directeur sportif? J'ai dit non, moi je suis entraîneur, je suis pas directeur sportif. Puis en deuxième Ligue Inter, un directeur sportif sert à rien, hein, je sais pas. Mais enfin bon, bref. Donc finalement, je suis parti.
Et puis après, pendant 6 mois, j'ai rien eu. Mais en fait, l'entraîneur qu'elle avait pris, il a fait 2 matchs, puis il s'est cassé. Enfin, c'est comme ça, c'est des histoires. Et finalement, j'étais quand même un peu dégoûté du foot. Et surtout par rapport à cet argent qui traîne dans ces ligues, j'excuse de dire les ligues du football amateur. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont peur d'aller voir s'ils ont le niveau d'aller plus haut, qui préfèrent être le roi du coin, mais en fait, ils sont rois de rien du tout, mais ils pensent que, voilà. Et ça me dérange un peu beaucoup dans ces ligues, c'est tout l'argent. Et un jour, j'ai un appel, justement, du FC Ursi. Donc, c'est dans le canton de Fribourg, mais franchement, je savais pas où c'était exactement. Ok, ouais, est-ce que ça t'intéresserait de venir entraîner l'équipe? Notre entraîneur, il a fait 5 ans et il va arrêter. Ouais, il faut que je réfléchisse, mais vous avez encore des matchs? Oui, il nous reste 2 matchs championnat. Ok, le samedi, il jouait à Sarine Ouest, là. Ok, je dis, je vais venir voir le match. Ok, je vais voir le match. 7-1 pour Sarine Ouest contre Ursi. Bon. Le directeur sportif vient vers moi, ça t'intéresse plus? Je dis non. Non. J'ai vu des choses intéressantes. Je dis pas non. Je vais venir encore voir le prochain match. Le prochain match, c'était le dernier du championnat. Je vais contre Didier, ils font 1-1, puis à la fin du match, j'ai dit ok, je viens. Et c'est vrai que c'est un club familial, c'est un club où il n'y a pas d'argent. Il y a sur les 20 ou 21 du contingent, 18 viennent de Ursi ou des 2 villages aux alentours. Donc c'est vraiment, il y a un état d'esprit extraordinaire et puis ça me fait un grand bien après ces différentes histoires par rapport à cet argent et tout. Et je pense que ça c'est un peu le retour aux sources quand j'ai commencé le foot à Didier. Et ça me fait, ouais, comme je dis, ça me fait un grand bien. Oui, tu parlais de Fribourg, c'était quand même un sacré bourbier. Ils ont ensuite été rétrogradés et maintenant ils sont derniers en deuxième ligue fribourgeoise. Le FC Fribourg, c'est compliqué comme environnement. Et donc pour toi, le FC Ursi, c'était l'occasion de retrouver un environnement sain pour faire quelque chose qui te passionne, on va dire. Exactement. Oui, c'est vrai. Bon, Fribourg, c'est vrai que ils ont 500 000 francs de dette. Hein. Donc, mais c'est logique avec les salaires qu'ils offraient. Je veux dire, en deuxième ligue inter, il y avait des salaires que certains joueurs, je pense, en Challenge League n'ont pas. Donc, c'est très inquiétant. Mais après, ouais, vas-y. Ah non, mais je te coupais, désolé. C'est rien. Donc après, c'est vrai de se retrouver à Ursi dans un environnement sain. Où c'est clair, des fois c'est pas facile non plus pour moi qui étais professionnel de se retrouver là. C'est vraiment le football amateur et des fois je leur dis mais on préfère s'entraîner 3 fois cette semaine et tout. Ah non mais vendredi on s'entraîne surtout pas. Donc on s'entraîne mardi, jeudi et il y a le match et puis, c'est vrai que des fois c'est pas simple. La première saison donc on a fini deuxième. On a fini à 1 point de Ubersource qui est monté, donc on a failli faire les finales. Et c'était le record de points du club. Bref, on a fait une saison magnifique. On progressait au niveau foot parce que Ursi était une équipe qui était reconnue comme une équipe qui jouait le compte défensif. Et puis, c'est pas dans mes conceptions du foot. Moi, j'ai envie qu'on joue au ballon parce que si on joue pas en deuxième ligue, on jouera jamais. Donc, il faut qu'on ait du football, qu'on joue, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait du plaisir sur ce terrain. Et cette année, c'est un peu plus compliqué parce que vous finissez deuxième, les gars ils se sont dit ouais ça va être facile cette année, on a moins besoin d'en faire, donc moins bonne présence surtout à la préparation. Les gars, tout d'un coup, le jour où je retrouve plus ou moins mon équipe, je dis c'est bon maintenant, ça va décoller et tout. Ah moi coach, je suis pas là samedi. Puis un autre, moi non plus, je suis en week-end. Ah bon. Pourtant, ils savent le programme, mais bon, voilà, il faut s'adapter. C'est pas toujours simple. Et puis, mais j'ai beaucoup de plaisir avec ces gars qui, quand ils sont là, ils ont vraiment envie et ça me réconcilie avec le football. Oui, alors toi, personnellement, tu m'as donné envie. À Xamcast, les animateurs, on aime beaucoup le football de talus aussi, comme tu l'as dit. Et ça reprend quand, la deuxième ligue fribourgeoise? Le championnat. Nous on recommence au mois de mars. Au mois de mars. Bon, on va essayer d'envoyer une petite délégation pour venir voir un match du FC Ursi. Ce sera l'occasion aussi de te rencontrer en vrai. Du coup. Pas de problème, avec plaisir. On sera accueillis avec grand plaisir. Moi, je viendrai le 24, le 24, vous jouez contre QG.
Ah, pour toi, ouh, c'est important, là. puisque Tu Alex habite à joues à QJ. QJ? Ouais, je suis bientôt. Alors, on va cocher Oui, mais ce juste une match dans chose avec, l'agenda. je m'excuse, juste une chose avec QJ, ils sont 35 dans le contingent. Ouais, ils sont énormément. Et puis, j'ai dit, tant que ça, cette année, ils sont deuxième, tant que ça marche, ça va aller, mais le jour où ça ira moins bien, ça va commencer à avoir des grincements dedans, hein. Mm. Parce que, il y en a toujours, si tu regardes la liste sur Club Corner, il y en a toujours 8 ou 10 qui sont pas convoqués. Donc, enfin, moi, je dis que c'est la deuxième ligue, ça doit être le plaisir. Là, j'ai un peu de la peine à comprendre. Mais c'est pas mon problème, hein. Je veux pas, Alors, occupons-nous du effectivement, moi, sprint, j'ai assez à faire. je jouerai en deuxième ligue et je suis laissé en tribune. Je le prendrai pas très bien, je dois dire. Mais, alors, volontiers. Mais si Alex va à ce match, on va essayer de s'organiser une partie de Xamcast pour venir à ce match. Ce sera avec plaisir qu'on viendra te voir à la fin du match pour échanger quelques mots. Tu nous as vendu en plus du beau football, là, un beau projet, donc on a envie de le voir sous nos yeux. Oui, moi je voulais te poser encore une question par rapport à ça. Bah, dans ta carrière d'entraîneur, tu as quand même eu deux postes un peu bien différents. Entraîneur principal, entraîneur spécifique pour les gardiens. J'imagine que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que c'est pour toi la différence principale dans ces deux jobs, quoi? Bon, c'est clair, c'est deux jobs complètement différents. Quand tu t'entraînes les gardiens, ben, tu travailles vraiment dans le petit groupe. Tu as deux, trois gardiens. Et après, si je vois par rapport à mes expériences avec les équipes nationales, en dehors des camps d'entraînement, c'est des matchs ou des tournois. Donc, l'objectif, c'était de mettre en condition le gardien pour le match ou pour les matchs. Donc, je suis pas un entraîneur de gardien, je suis plutôt un préparateur. C'est de Mhm. préparer le gardien pour le mettre dans les meilleures dispositions pour la partie. Et c'est vrai que après, moi, j'étais pas un gars qui intervient à la mi-temps pour aller vers le gardien, ouais, magnifique, ou bien c'est nul ce que tu fais, ou j'en sais rien. C'était juste un échange avec un coup d'œil ou un truc comme ça, et on en parlait après. Et ce qui est la différence aussi, ben, t'as pas d'influence en tant Mhm. qu'entraîneur de gardien. Une fois que le match est parti, il est parti. Toi, tu vas aussi peut-être dire, selon le ressenti que tu as eu aux entraînements, tu vas pouvoir reparler avec l'entraîneur, lui dire, ouais, ben, oui, lui, il est bien, lui, moins, lui, peut-être pas. Si tu es sur un tournoi, ben, comment sera avec lui. Voilà, bon, après, c'est comme l'entraîneur qui prend la décision, mais tu peux donner ces influences-là. Et après, c'est fini, t'en as plus. Par contre, l'entraîneur principal, c'est ce qui aussi à un moment m'a manqué parce que si on veut, j'ai commencé comme entraîneur principal. Après, bon ben vu les événements, les choses, j'étais entraîneur des gardiens. Mais ce qui me manquait, c'était quand même cette influence que tu peux avoir, soit par des changements du joueur, changements dans l'organisation. À la mi-temps, tu peux remettre des choses en place, tu peux modifier ton système, tu peux faire différentes choses que en tant qu'entraîneur gardien, tu n'as pas. Et c'était finalement ce qui me manquait quand même, de pouvoir avoir plus d'influence et puis de pouvoir donner ta patte sur une équipe, sur voir si ça marche, voir et tout d'un coup, est-ce que tu es dans le bon chemin ou pas dans ta préparation, est-ce que il y a plein d'événements que tu essayes de maîtriser. Tout d'un coup, ta préparation d'avant-saison, qu'est-ce que tu fais? Tu fais avec ballon, tu fais sans ballon. Moi, c'est clair, il y a des amateurs qui ont travaillé 9 heures par jour, comme moi-même. Hein, je veux dire, l'entraîneur travaille aussi 9 heures par jour. Mais Mhm. t'arrives au terrain, tu dis, mais je vais pas les faire courir comme tu le fais, comme Gilles Vergès nous a fait courir à l'époque. On était professionnels, c'était notre boulot. Là, tu te dis, il faut qu'il y ait du ballon, il faut qu'ils aient du plaisir, qu'ils viennent, qu'ils aient envie de revenir. Et les gars, tu les fais trimballer après une grosse journée, et puis tu dis, les gars, voilà, il y a un parcours, on le fait X fois, ils vont peut-être venir une fois, ils vont dire, ok, bon, il faut le faire une fois, mais une deuxième fois, ils vont dire, j'ai travaillé, hein, et finalement, ils vont plus venir, donc c'est pas le but non plus. Donc il faut toujours jongler, et puis je pense que ça, c'est très intéressant. Mhm. Ouais. Maintenant, on arrive un peu dans la dernière partie de ton interview, plus par rapport à l'actualité du club de Xamax et les divers, Sam. Ouais, alors Matt, imaginons que d'un coup vous recevez un coup de téléphone. Est-ce que vous accepterez un poste à Neuchâtel Xamax, par exemple l'entraîneur des gardiens ou dans les juniors? Ça vous Alors, intéresserait? entraîneur des gardiens, non. Ça, c'est Ouais. clair, c'est terminé. Mhm. Ça ne m'intéresse plus du tout.
D'ailleurs, on me l'a déjà eu demandé, et j'ai dit non. Moi, j'ai décidé que c'était bon. J'avais fait le tour de la chose, ça ne m'intéresse plus. Au niveau des juniors, pourquoi pas? Mais faut encore réfléchir. Je pense pas que je serais partant nouveau pour des trop jeunes. Mm. Ensuite, aujourd'hui, quelle est la place que Neuchâtel Xamax a dans votre cœur avec tous les changements qu'il y a eu ces dernières années? Bah, c'est pas toujours facile à suivre. Mm. Alors, c'est vrai que, bah, disons, maintenant, je fais partie des anciens, les Anglais, le club des légendes. J'ai l'opportunité d'aller plusieurs fois voir un match. Donc après, ben c'est vrai, en tant qu'entraîneur aussi d'une équipe, c'est pas toujours facile d'avoir la possibilité d'y aller, mais j'essaie d'aller à 2 à 3 matchs par année. Ben c'est vrai que c'est pas, comme je disais, c'est pas toujours évident à suivre parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Et peut-être que ben, voilà, je suis peut-être aussi un ancienne génération, on a peut-être plus de peine à comprendre ça. Je dis toujours, quand je jouais, nous on faisait la photo d'équipe, des fois elle était pratiquement valable pour 2, 3 saisons, peut-être même plus. Maintenant, on a l'impression que la photo d'équipe, ils pourraient la faire en tout cas tous les 6 mois, ça c'est certain, peut-être même plus. Et des fois, ce manque de stabilité, ben c'est pas toujours un bien non plus. Effectivement. Un manque de continuité qui se voit pas mal, effectivement, sur ces dernières saisons. Ouais. Mhm. Bah, sportivement, que Xamax boxe plus dans la même catégorie. Alors déjà dans la même catégorie de jeu, c'est sûr, mais d'un point de vue financier ou autre, c'est plus la même chose que l'époque où toi t'étais dans l'équipe. Hein. C'est évident que la comparaison, elle s'arrête là. Malheureusement Non, mais pour nous, notre cœur de supporters, et on aimerait les voir le plus haut possible. On aimerait les voir se battre pour des titres. Actuellement, ça reste voilà, ça reste compliqué. On est dans une phase, voilà, un peu de transition comme ça. On espère dans une transition vers le haut, pas de nouveau vers le bas. non, mais je Donc, pense pas que ce soit une transition vers le bas, mais simplement, je pense qu'il faut arriver à obtenir cette stabilité, à construire quelque chose, pas sur de l'éphémère, mais quelque chose de solide, partir avec une base, une colonne vertébrale de joueurs qui soient là, qui soient fidèles, même si on sait que ben maintenant, on n'est pas dans la fidélité, hein, on est plutôt à partir vite dès que ça va un peu moins bien. Mais si on arrive à avoir une stabilité avec une colonne vertébrale solide, où on peut introduire gentiment des jeunes, il y a quand même une Xamax Academy qui devrait quand même donner des résultats normalement, sinon ça mhm. sert à rien de former des jeunes. Donc, si vous avez une colonne vertébrale, vous pouvez introduire quelques jeunes, ben vous pouvez arriver gentiment, on peut arriver à quelque chose où les gens peut-être s'identifieront encore plus facilement. Ouais, puis une colonne vertébrale qui a aussi un très bon niveau de jeu, parce qu'à l'époque, la colonne vertébrale, quand tu jouais, hormis toi, c'était bien évidemment Philippe Perret, Robert Luthi, des joueurs comme, je pense à Régis Rottenbuller. Vous étiez fidèle au club. Vous étiez de la région, enfin de Neuchâtel ou de la région, mais vous aviez aussi un niveau de jeu qui permettait à l'équipe de rester vers les sommets. Et actuellement, d'avoir tout cet ensemble réuni, c'est pas facile. Non, facile, c'est pas. Ça, c'est bien clair. Mais bon, c'est sûr qu'à l'époque, on avait des Heinz Hermann, des Chiliquet, Mhm. des joueurs de classe, Oli Chiliquet, hein, classe mondiale. Hein, 8 ans le seul étranger du Real Madrid. Donc, c'est pas Ouais, n'importe c'est ça. quoi. Puis il est arrivé encore au sommet de sa carrière. Hein. Il est arrivé à Neuchâtel et il avait encore un niveau de jeu énorme, non seulement pour le championnat suisse, mais pour le football mondial tout court. Donc c'est vrai que on n'est pas prêt de revoir un joueur du Real Madrid signé à Neuchâtel, je crois. Non, non, ça, je pense pas. Mais je veux dire, même au niveau de la Challenge League, tu dois quand même arriver à avoir une colonne vertébrale qui tienne la route, qui te permette de, 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 de- d'avancer dans ce championnat. Et encore une fois, je te dis, qui te permet d'introduire des jeunes qui prennent de la bouteille, qui peut-être plus tard, peut-être maintenant c'est peut-être le rôle aussi de Neuchâtel, c'est peut-être de former des jeunes et ensuite de les vendre. Je sais pas. Ça peut Mhm. être aussi de se dire, ok, maintenant on est une équipe solide de Challenge League.
Donc, elle a cette colonne vertébrale qui est là, qui tient la route, et tu peux introduire comme je disais avant, des jeunes, et puis tu fais un peu, voilà, tu formes des jeunes, tu les vends, comme eBay le fait, mais à un niveau supérieur, où les joueurs partent ensuite à l'étranger. Tu peux être cette équipe qui forme ces joueurs et qui, bien sûr, c'est peut-être pas forcément ce que le supporter attend. Lui, il attend peut-être plutôt se dire, OK, quand c'est qu'on remonte en Super League, on rejoue les premiers rôles. Mais il faut voir aussi peut-être, c'est une autre époque, il y a d'autres moyens. Neuchâtel n'a actuellement, il faut être, je pense, logique, n'a pas les moyens de jouer en Super League, je dirais, au niveau de la finance. Pourtant, tu te dis avec toutes les marques horlogères ou tout n'importe quoi, mais le tissu industriel et autres, je pense, actuellement, ne te permet pas de réunir un budget qui te permette de tenir la route. Je ne dis pas de monter, tu peux toujours monter. Mais Non, c'est clair. monter pour redescendre derrière, pour moi, ça sert à rien. Il Tu manque. perds, tu perds. C'est le truc, si tu montes, tu dois y rester. Donc, ça Il veut manque dire, ouais. alors actuellement, je pense que tu n'as pas le tissu, comme je disais, financier et tout qui te permettent d'obtenir ça. Donc, autant se dire, OK, pour le moment, on doit être une très bonne équipe de challenging. Mais c'est-à-dire que tu joues les premiers rôles. Tu dois être dans les 3 premiers. Tu joues 3, 4 premiers. Tu dois être là et puis tu dois être solide. Et comme tu dis, tu peux amener des joueurs, comme le jeune là, qui a signé à IB, mais tu dois en former d'autres qui un jour partiront. Et un jour, tu auras vraiment peut-être une équipe super compétitive. Et là, tu vends plus et tu montes. Et tu restes. Ouais, puis comme tu disais avant, d'avoir une colonne vertébrale. On a actuellement des joueurs dans l'effectif. Je pense à Johan Epito, à Fabio Saiz, des joueurs, Bourak Halili aussi, des joueurs qui sont de Neuchâtel ou qui sont du vivier de l'académie Béjune et qui doivent rester avec l'équipe, qui doivent grandir avec l'équipe et qui doivent peut-être contribuer à amener l'équipe vers les sommets, l'épauler avec des joueurs qui viennent de l'étranger. On a Théo Guivarch dans les buts qui est arrivé à Neuchâtel mais qui est pas venu en transition. Il en est à sa 3e saison maintenant, donc il pourrait aussi faire partie d'un projet sportif élaboré. Donc voilà, on sent que les choses sont possibles, mais je te rejoins, hein, l'appui financier, il est indéniable. Alors ça rejoint aussi les propos de Michael avant, quand on parlait de mercato. Une partie de cet argent-là doit être réinvesti dans le recrutement, dans les infrastructures, voire dans les conditions salariales aussi. La Challenge League est une ligue qui, comme tu disais avant, il y a des joueurs qui gagnent énormément en Challenge League dans certains clubs. Et puis voilà, la plupart des joueurs de Challenge League sont professionnels, donc ils doivent aussi vivre du football. Donc voilà, on espère tous effectivement qu'on arrivera à rejouer les premiers rôles en Super League à un moment, mais on est tous aussi conscients que voilà, il y a encore des étapes à traverser, puis que le club doit réapprendre à grandir. Oui, puis Surtout bon, les, c'est surtout les niveaux. important. Ouais, important, je dirais, c'est surtout c'est pas de brûler les étapes. C'est que Mm. tu dois y aller pas après pas. C'est pas facile parce que voilà, des fois on est impatient. Hein, les gens au bord sont impatients aussi. On parle de ci, il y avait ça, ouais, le Capel était là-bas. Oui, mais faut vivre avec la réalité des choses. Hein, et c'est pas toujours facile à accepter non plus. Non, complètement. Question suivante, c'est une question qu'on aime bien poser à nos invités, enfin que j'aime bien personnellement poser aux invités. C'est quoi le numéro pour toi, le numéro de ton répertoire téléphonique de la personne la plus célèbre? J'en ai plein. Non, je dirais Ivan Azek. Qui était joueur tchécoslovaque que j'ai côtoyé à Strasbourg, qui vient d'être nommé en sélectionneur de la Tchéquie. Ok, Et Franck Leboeuf, bien sûr. ouais. Et puis, je dirais Roger Lebly aussi. Roger Lebly. Je trouve ça intéressant, ça montre un peu les différentes connexions que les gens peuvent faire avec le temps et les souvenirs qui sont gardés. Donc, Ivan Azek, tu as été en lien avec lui depuis que tu jouais à Strasbourg. Strasbourg. C'est une époque où les téléphones mobiles n'existaient pas. Exactement. Donc, ça veut dire que tu as Exactement. gardé aussi des liens avec lui, avec le temps, et je trouve ça assez incroyable. Oui, faut dire, quand j'étais à Strasbourg, c'est un copain à l'arrêté Bosman.
Donc, Ouais. c'était 3 étrangers sur le terrain et on était 4 étrangers pour 3 places. Donc, c'est vrai que c'était pas toujours évident, même si on dira, ouais, mais le gardien, il y a plus de chances qu'il joue s'il a commencé la saison, mais il fallait quand même se battre. Donc, il y avait Ivan Azek, le tchécoslovaque, il y avait Michael Hughes, irlandais, et puis Frank Farina, qui est australien, qui a été par la suite sélectionneur de l'équipe nationale d'Australie. Ouais. Donc oui, c'était aussi un des challenges quand j'étais à Strasbourg. Voilà, c'est pas maintenant où des fois vous avez une équipe en Angleterre ou d'autres où il y a pas d'anglais dans l'équipe. Il y a 11 étrangers pour dire avec arrêté Bosman, je pense pas que Ça c'est arrive, ouais. forcément une très très grande bonne chose. Mais enfin voilà, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, ouais. Et puis la dernière question que je voulais te poser, c'était, tu as beaucoup évidemment évoqué Gilbert Gress durant cette interview. Est-ce que actuellement tu as toujours des liens avec lui? Pas autrement, non, ça fait un moment que je l'ai pas revu. C'est vrai que Gilbert Gress, moi je lui dois beaucoup, je dirais, je dois beaucoup aux deux Gilbert, hein, que ce soit Gilbert Ouais, ouais, bien sûr. Fatiletti ou Gilbert Gress, mais Gilbert Gress, c'est vrai que ben, c'est lui qui m'a lancé à Neuchâtel, il m'a offert l'opportunité d'aller à l'étranger, mais il faut aussi savoir que c'était un entraîneur très exigeant et on n'avait pas les places assurées, donc mais c'était quelqu'un je dirais, de très dur, mais quelqu'un de correct. Et c'est vrai que c'est une personne complètement différente si en tant qu'entraîneur ou que, si je le croise maintenant. C'est quelqu'un qui est vraiment fantastique à côté aussi. On peut passer des très bons moments à rigoler et tout. C'est quelqu'un de bon vivant aussi à côté. Ça, il faut pas l'oublier. Même que si je disais, c'était parfois très très dur, comme sur certains moments que je vous ai cités au début de Ouais. l'interview. Fallait faire ses preuves avec Gilbert Gress, quelque part. Et puis même quand on avait fait une fois ses preuves, il fallait continuer à les faire sur Ah, plusieurs. il fallait tout le temps. Hmm. À l'entraînement, on devait. C'était pas faux. Hein. On dit toujours, on joue comme on s'entraîne, et ça c'est pas faux. Hein. Vous pouvez pas faire une semaine d'entraînement de M et puis être compétitif le dimanche, c'est pas possible. Donc Hmm. c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'exigences. Mais comme joueur, je pense que à part les camps d'entraînement et puis le mardi matin qui était la séance physique, le reste de la semaine pour un joueur de foot c'était extraordinaire parce qu'on faisait que jouer. C'était que des matchs, mais des matchs rapprochés pour le gardien, c'était quelque chose de magnifique. Vous étiez sans arrêt sous pression, sans arrêt à vivre des situations que vous alliez retrouver le dimanche et c'était génial. Mais par contre, comme j'ai dit, les camps d'entraînement et puis le mardi matin, ça c'était c'est pas terrible pour nous, en tout cas pour moi. Ok, ben merci beaucoup pour tous ces propos très très intéressants. Et puis on peut sans autre passer à la rubrique suivante. Alors, pour cette rubrique suivante de la stat inutile, donc indispensable, Michael nous a concocté un joli programme. Tu vas nous parler aujourd'hui de Challenge League, évidemment, et puis des jeunes dans les effectifs. Ouais, tout à fait. Ouais, je vais essayer de pas trop me perdre parce qu'effectivement, j'ai prévu quelque chose d'un petit peu plus copieux que d'habitude. En fait, pour revenir un peu à la base de ce que je vais vous dire, j'ai vu le classement récemment partagé par Lucerne, notamment sur Twitter, sur l'utilisation des joueurs locaux de 2002 et plus jeunes. Donc, ce qu'on appelle les M21, ceux qui peuvent jouer dans les compétitions M21 actuellement, à partir de 2002. Et donc j'ai décidé de faire pareil pour la Challenge League sur ce premier tour pour voir un petit peu où on se situait, où se situaient un peu toutes les équipes, si on pouvait en tirer quelque chose. Donc en prenant toutes les minutes de jeu trouvées sur Transfermarkt, le temps additionnel n'est pas pris en compte n'est pas compris dans ce décompte, comme dans le classement de la Swiss Football League finalement, parce que pour l'évoquer très très vite fait, Lucerne le partageait parce qu'ils sont de très 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 loin les premiers de ce classement avec plus de 6000 minutes données à leur M21, ce qui a du sens parce que voilà ils ont une équipe de Promotion League qui a pendant un certain temps écrasé la Promotion League et qui a fini par être champion. Une équipe championne de Promotion League en étant des M21, ce qui est une performance assez remarquable. En deuxième, on a Grasshopper qui est que à 1900 minutes. Et puis voilà, pêle-mêle, on a aussi Servette qui est tout en bas avec seulement 2 minutes données à des locaux M21.
Bref, c'est ce classement-là qui m'a donné envie de faire un peu mes petites recherches et de faire mon truc de mon côté. Les derniers matchs pas encore rattrapés après l'annulation début décembre. Vous vous souvenez, il a neigé, il y a eu un week-end, on a été le seul match joué, c'était Xamax Vaduz. Ces annulations-là, donc ne seront pas, ces matchs seront rattrapés que entre le 29 et 30 janvier. Donc la saison aura déjà repris. Donc le tour, pour faire ce classement, il y a quelques équipes, il y a 4 équipes qui ont 17 matchs joués. Je vous présente le classement, j'évoque ensuite les conséquences sur celui-ci de l'absence de 18e journée pour ces 4 équipes. Mais alors on a en 10e position, donc tout dernier, on a le FC Sion avec 1645 minutes données donc à ces jeunes, à des Suisses M21, donc de 2002 ou plus jeunes. À la 9e place, on a le FC Ville avec 2546 minutes. À la 8e place, Thun, 2585. En 7e position, on retrouve Haro avec 2041 minutes. La 6e position, on retrouve l'AC Bellinzone avec 3270 minutes. On voit déjà que c'est beaucoup plus, de manière assez logique, beaucoup plus qu'en Super League où les équipes qui ne donnent pas beaucoup de temps de jeu donnent en fait aucun temps de jeu à des Suisses M21. La Challenge League, c'est forcément reconnu comme un championnat à beaucoup plus de formation, alors qu'en Super League, il y a beaucoup plus la notion de devoir faire jouer des expérimentés. Nous, on se trouve au milieu, en fait, à la 5e position, avec nos 3797 minutes données à des Suisses M21. Juste avant le podium, on retrouve le FC Baden avec 4495 minutes. Et ensuite, le podium, Vaduz, 4535 minutes. Schaffhouse, 4775 minutes. Et sans grande surprise, je l'évoquerai pourquoi après, le Stade Lyonnais qui est largement premier avec 5511 minutes données à des M21 locaux. Donc il n'y a pas de J18 pour Haro, Baden, Schaffhouse et Ville. Voici les conséquences de ce classement. En gros, Haro aurait pu passer 6e avec un dernier tour complet, mais c'est très limite. Il y a une différence de plus de 329 minutes avec Bellinzone. Ça aurait demandé de faire jouer un peu plus de 3 joueurs concernés. C'est pas assuré. On va dire que cette place de Haro, elle est à peu près fixe. La 7e place d'Haro, elle est donc pas très impacté. Baden, par contre, aurait assurément pris sa place dans le podium. La 3e place de Vaduz, car les deux équipes n'ont qu'une différence de seulement 40 minutes, avec un match en moins pour Baden. Et le FC Ville aurait pris la 8e place de Thun, donc Thun se serait trouvé avant-dernier, car il n'y a que 39 minutes de différence entre les deux équipes, ce qui donne comme classement probable du premier au dernier Nyon, Schaffhouse, Baden pour le podium, Vaduz, Xamax, Bellinzone, Haro, Ville, Thun et enfin Sion. Petite précision aussi, les Liechtensteinois sont considérés comme des locaux parce que, sauf erreur, c'est le cas pour le règlement de la Swiss Football League. Mais dans tous les cas, ça concerne, donc c'est un choix que j'ai fait, mais dans tous les cas, ça concerne que 105 minutes, les 105 minutes du jeune Gabriel Fosser, donc deuxième gardien à Vaduz. Ça change en plus avec la 18e journée de Baden, Baden serait passé sur le podium, donc ça change pas grand chose, c'est juste pour préciser. Et donc voilà, ce classement, on peut en tirer 2 ou 3 enseignements à la mi-saison. Par exemple, concernant Xamax, c'est 3797 minutes, donc c'est à peu près 3800 minutes. Elles sont réparties en 5 joueurs, Surdé, Atekame, Soro, Moulin et Autier. Même si Soro, c'est 1 minute, comptabilisé par Transfermarkt, hors temps additionnel. Mais voilà, il est intégré dans ce classement. Avec quand même, pour Xamax, il faut le dire, 75% de ce temps occupé par 2 joueurs, Surdé et Atekame. On voit que le modèle, il n'a pas forcément été de faire dans la quantité de joueurs concernés, mais de faire de 2 M21 suisses des cadres inamovibles avec 2 autres en rotation comme Autier et Moulin, ce qui donne cette 5e place bien tassée avec 500 minutes d'avance sur Bellinzone, mais loin de la 4e place. Un total intéressant sans être pour autant une équipe qui fait du temps de jeu des jeunes M21 une priorité absolue, mais voilà, une équipe qui a fait de jeunes ses cadres. Concernant Schaffhouse, c'est toujours délicat d'entrer dans ce cliché des équipes jeunes inexpérimentées. On voit que Nyon, avec une équipe de jeunes prêtés, peut très bien fonctionner. Mais en tout cas, c'est vrai que ce FC Schaffhouse en difficulté est très très jeune. C'est le deuxième effectif avec la plus faible moyenne d'âge au global. Et sur les 4775 minutes données à des locaux M21, on a un total de 10 joueurs qui sont concernés. C'est évidemment le plus grand total
Donc c'est le deuxième avec la plus grande répartition de joueurs, avec en plus beaucoup de joueurs pas mal utilisés. On a du 1350 minutes pour un joueur. J'ai plus les noms, j'ai pas noté les noms de ces joueurs en particulier. Du 976 minutes, du 911 minutes, 694, 429 et quelques autres joueurs utilisés de manière plus sporadique. Concernant les Chafouzois, alors voilà, c'est un segment un peu plus travaillé, mais je peux pas m'empêcher de balancer une petite info inutile. Schaffhouse est passé C'est le but de du la rubrique, coach, hein, fais-toi plaisir. évidemment. Et Schaffhouse est passé du coach le plus vieux de la ligue avec Biggie Mayer, 74 ans. C'est bon, un petit peu lunaire, mais voilà. Au plus jeune avec Christian Wimmer qui vient d'arriver et qui vient d'avoir 39 ans le 30 décembre. Voilà. Pour la petite information, ils font un peu du tout au tout. Et donc, c'est une équipe globalement très très jeune, même en passant par le staff maintenant. Le FC Sion, avec son total très très faible, et avec aussi peu de joueurs concernés, 3, c'est pas forcément une grande surprise. Voilà, c'est une équipe qui, avec de l'expérience et des joueurs encore jeunes, mais pas des M21, on peut clairement s'attendre à ça d'une équipe construite pour dominer le championnat. Ils ont pas que des vieux, ils ont même plusieurs jeunes, mais qui sont pas forcément compris dans ce critère M21 qui est un peu arbitraire. Mais en tout cas, on peut s'attendre de ça d'une équipe qui veut dominer et qui est pas forcément là pour former, ou en tout cas qui ne fait pas de la formation la toute première priorité. Cette année, l'objectif, c'est de monter pour eux. Nyon, sans surprise, a le plus haut total. C'était clairement attendu avec leur politique de prêt. Beaucoup de Servette et du LS. Il y a même encore un joueur du Lausanne Sport qui vient d'être prêté récemment là pour ce mercato hivernal. Donc voilà, c'est pas une surprise, avec quand même une compétitivité très intéressante malgré tout. Et 24 points pris, ils sont troisième, même si les places avec ce ventre mou qui s'élargit jusqu'à la troisième place, elle veut pas dire grand chose, mais voilà, une bonne compétitivité et ces 24 points pris. Il y a quelque chose qui m'a intéressé quand même, c'est le FC Ville qui est assez bas. C'était un petit peu leur modèle avant, le modèle de Nyon, avec la même logique, parfois même bien plus poussée, comme en 2020-2021, où ils jouaient encore pour se maintenir avant tout, à cette époque-là. Et ils ont eu 10 prêts cette saison, avec seulement Dickenman qui est encore au club aujourd'hui. C'est vraiment un club formateur qui a eu cette réputation. Un club qui forme pour les plus gros clubs. D'ailleurs, 8 de ces 10 prêts étaient des M21 de nationalité suisse. Donc, on pourrait s'attendre à les voir peut-être plus haut que cette 8e place. En réalité, c'est quand même un effectif jeune. C'est le premier en termes de moyenne d'âge la plus faible, mais juste avec des joueurs de 22, 23, 24 ans, entourés de quelques éléments expérimentés. C'est pas une équipe vieille pour autant. Très loin de là, juste, ils ne correspondent pas au critère M21, qui est un critère certes un petit peu arbitraire, mais qui m'a intéressé lorsque j'ai vu le classement de la Swiss Football League pour la Super League. Et donc voilà, pour ce qui en est du temps de jeu des locaux de moins de 21 ans, donc et jusqu'à 2002. Voilà ce qu'il en est pour la Challenge League. Alors on voit que c'était la trêve, hein. Michael s'ennuyait, il n'y avait pas beaucoup de matchs à aller voir. Il nous avait promis une séquence incroyable, et ben tu nous as pas menti. Merci pour cette stat inutile, donc indispensable, très complète. Du coup, Michael, Avec plaisir. il faudra te surpasser pour faire mieux la semaine prochaine. C'est vrai, alors je sais, pour tout te dire, je sais absolument pas de quoi je vais parler la semaine prochaine, puisqu'on Ouais. sera pas encore sur la préparation du futur match. Je verrai bien. Bon, on peut Je lancer un garde la appel à la surprise. communauté. Si vous avez des stats inutiles mais indispensables que vous aimeriez que Michael développe, faites-nous signe, c'est avec plaisir. Mais juste pour redire ces statistiques et tout par rapport aux jeunes, il y a de l'argent au bout aussi, il faut pas oublier. Donc c'est pas seulement un classement Effectivement. gratuit. Hein. Quand j'étais à Chaux-de-Fonds, là, il y a la Promotion League, il y a aussi ce classement des joueurs M21 et on était largement devant, ce qui avait permis de rapporter une jolie petite somme quand même au FC Chaux-de-Fonds malgré la relégation. Donc là, c'était plus par obligation que par choix. Quand j'étais à Chaux-de-Fonds, donc il fallait faire avec les joueurs qu'il y avait, et c'était beaucoup de jeunes. Donc, mais ce classement est fait justement, il rapporte une certaine somme d'argent à la fin de la saison. Effectivement, oui. Ouais, merci de le rappeler, Joël. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cet épisode de rentrée 2024. On espère qu'il vous aura plu. Et puis, du coup, merci à tous les animateurs. Je vais pas les énumérer tous les uns après les autres. Je crois ce soir, je vais faire une petite exception.
Merci à toi, Joël Corminboeuf, pour ta participation. Ça nous a fait chaud au cœur et on espère que tu es le premier invité d'une longue série d'anciens joueurs du club à venir à notre antenne. Et puis donc on se réjouit de te retrouver au plus tard le 20 avril. J'ai bien retenu, hein, Ok, mais moi, Pas ça m'a forcément fait très en tout plaisir. cas, mais ouais. pour le choc au sommet entre Ursi et Ah oui. QJ. Du coup, on se fera un plaisir de y assister si on est disponible. En tout cas, je vais noter ça dans mon calendrier. Et puis voilà, merci à tout le monde. Et puis merci à vous, chers auditeurs. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye. Au revoir, merci.